Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 9e émission de la saison 2 de Ground Frequency. On est de retour pour une nouvelle émission, on va parler de rêves de gosse, il y aura comme d'habitude la revue de presse, on aura un quiz, du simulateur, mais d'abord, générique. Jet 583, last way star, way 26 left. The frequency is 12547, the rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Now the question, working on it. 583, last way star, way 26 left. Radio down, no radio. Eh bien, rebonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission de Ground Frequency. Alors je suis accompagné d'Alexandre, comme d'habitude. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Antoine, et puis merci d'être là à mes côtés aujourd'hui. Eh bien, écoute, je suis ravi. Alors on a un invité autour de la table que tu vas présenter. Eh bien écoutez, on a avec nous ce soir Albert Azoulay, président de Rêves de Gosse Île-de-France. Merci d'être là ce soir Albert. Ben, merci de me recevoir, hein. C'est un plaisir d'être avec vous et puis de pouvoir parler de ce que j'aime. Donc, Bah écoute, on va revenir assez vite sur l'interview, mais je pense que Antoine, tu vas pouvoir commencer avec ce qu'on appelle la traditionnelle revue de presse. Exactement, on ne déroge pas aux habitudes. Alors je vais commencer avec deux nouvelles pas très réjouissantes, une un petit peu plus que l'autre, dans le sens où il n'y a pas eu de mort. Alors c'est la vidéo que vous avez dû tous voir, c'est le crash d'un CRJ 900 de la compagnie Delta Airlines à Toronto. Donc ça s'est produit en début de semaine. Il y avait 80 personnes à bord et l'avion s'est retourné lors de l'atterrissage. Alors les conditions, l'enquête va avoir lieu, mais pour l'instant c'est vrai que les conditions climatiques étaient assez compliquées. Il y avait beaucoup de vent, il y avait de la neige. Bon bref, on verra quels étaient les éléments autour de cet accident, mais il faut savoir que l'avion a fait un hard landing, c'est vraiment posé, on voit le train droit qui s'affaisse et une aile qui est sectionnée, donc c'est assez rare de voir ce genre d'images. Et voilà, un avion avec une seule aile, il se trouve que l'autre avait encore beaucoup de portance et l'avion s'est retourné. Et on a donc cet accident dans les réseaux sociaux qui sont un peu emballés avec ces images. On n'a pas trop l'habitude de voir ça, mais heureusement, aucun mort. Il y a des blessés graves, donc à voir. Certains sont encore hospitalisés, mais en tout cas, pour l'instant, tout le monde a pu sortir vivant de l'appareil. On a la vidéo d'ailleurs. Exactement, qui est en cours. Donc voilà, ça devait être assez impressionnant pour ces passagers avec un vrai dérapage de l'avion sur toute la longueur de la piste et ce retournement. Il n'y a pas eu de feu à l'intérieur, on voit les deux ailes s'enflammer, mais à l'intérieur, les passagers n'ont pas été exposés de trop forte chaleur. Et donc c'est à suivre, mais toujours est-il que l'enquête va pas être banale sur ce cas. On a eu... tous ces passagers se sont retrouvés sains et saufs, mais il y a eu un autre cas, c'était le 29 janvier. On a eu une collision en plein ciel de Washington entre un CRJ 700, donc là ça fait 2 CRJ en peu de temps. Ce sont des incidents, mais voilà, dans ce cas-là, c'était une collision entre un CRJ donc, d'American Airlines et un Black Hawk de l'US Army, qui a fait 67 morts en tout. Là, il y a eu beaucoup de questions autour du contrôle aérien, c'était une zone très très fréquentée. Quelques remarques politiques américaines qu'on ne commentera pas. Et donc voilà, on a un statut sur les deux crashs. On vous reparlera de ces événements, de ces accidents, lorsque les rapports seront sortis. C'est une bonne pub pour revisionner la rediffusion de notre émission avec un invité pro BEA. Exactement, le bureau d'enquête et d'analyse. Bon là, ils vont pas faire l'enquête dans ces cadres-là, ce sera plutôt le NTSB. Mais effectivement, si vous voulez voir à quoi ressemblent des boîtes noires... Et les Canadiens, d'ailleurs. Et les Canadiens. Voilà, donc pour les news au niveau des accidents récents. Bon, alors tu vas peut-être passer à des choses plus joyeuses maintenant. Exactement, une nouvelle plus joyeuse avec la première mission commerciale d'Ariane 6 qui va avoir lieu le 26 février. On avait eu le premier vol qui avait été très suivi sur notre émission. On avait fait peut-être 3 émissions sur Ariane 6 lors du premier lancement qui avait eu lieu avant l'été cette année. Il se trouve que là, donc, on va avoir la première mission commerciale, donc avec l'envoi d'un satellite par Ariane 6
dans l'espace. Alors le client, c'est l'armée française qui va envoyer un satellite de renseignement et d'appui aux opérations militaires. C'est le satellite CSO-3. Donc c'est un satellite un peu boosté par rapport aux versions actuelles des satellites de renseignement. Il pourra faire jusqu'à 280 images haute résolution par jour et il a vocation à remplacer le Helios. Donc voilà, CSO-3 qui remplace le Helios. C'est la version A62 d'Ariane qui va effectuer ce premier vol commercial. Donc c'est la version avec 2 boosters. À la base, le vol était prévu pour fin 2024, mais il y a eu quelques délais. Il fallait plus de temps pour corriger les incidents du premier vol, à savoir qu'il y avait eu l'APU qui devait se mettre en route plusieurs fois, l'APU qui s'était arrêté et qui n'avait pas permis de redémarrer le réacteur du premier étage. Donc voilà, il y a eu un petit délai, mais ça y est, le vol devrait avoir lieu donc d'ici une semaine. À savoir qu'il y a 5 vols de prévus en 2025, dont la version A4 Booster, la 64, qui est prévue pour la fin d'année. Donc on devrait avoir si tout se passe bien, beaucoup de décollage d'Ariane 6 cette année. Depuis Kourou, bien sûr. Petite news sur le spatial, et on passe à une news un petit peu pas très réjouissante sur le transport aérien civil, avec une nouvelle sur Air France et des révélations assez alarmantes sur le climat de travail au sein d'Air France. On va pas rentrer dans les détails, mais il y a eu plusieurs témoignages qui sont assez poignants d'hôtesses et de stewards au niveau au sujet de la culture d'entreprise. Donc voilà, la parole se libère. Il y a eu pendant de nombreuses années des signalements qui n'ont pas forcément été écoutés, et donc la directrice générale Anne Rigail a annoncé qu'il y aurait une série de mesures pour prendre en compte il y a eu des plaintes, il y avait vraiment beaucoup de choses en termes de harcèlement et de soucis divers et variés. Donc la compagnie a réagi et va mettre en place différentes mesures pour que ça ne se reproduise pas. Mais voilà, c'est des choses qui ne se disaient pas forcément il y a quelques années, mais la parole se libère. Décidément que des nouvelles pas réjouissantes pour le transport aérien. On va parler de taxes aériennes et l'impact financier. On en avait beaucoup parlé en fin d'année dernière. La taxe qui devait être ajoutée au budget, qui devait être votée, mais dissolution, plus de taxes, finalement nouveau budget, nouvelle taxe. C'est la taxe de solidarité sur les billets d'avion qui devrait entraîner un coût supplémentaire jusqu'à 100 millions d'euros par an pour Air France par exemple. Donc voilà, il y a différentes taxes, je ne vais pas rentrer dans le détail des prix, mais selon que ce soit un court, un moyen courrier, un long courrier, selon que ce soit un vol commercial, selon que ce soit un vol d'aviation d'affaires. Toujours est-il que cette taxe qui a été annulée lors de la dissolution et du report du vote du budget va bien être mise en place et va particulièrement impacter les compagnies aériennes françaises. Et que française. Et que française, ouais. C'est comment se tirer une balle dans le pied. Mais bon. Bien sûr. Après, est-ce que ça va permettre de faire des choses plus au niveau européen rapidement, mais toujours est-il que là, à court terme, c'est renflouer les caisses de l'État avec une taxe supplémentaire sur le transport aérien. Tu veux peut-être parler de la news sur le Sukhoi 57, Alexandre ? Écoute, on va parler du Sukhoi 57, l'avion un peu l'antagoniste de Top Gun Maverick, sans être nommé. Donc le Sukhoi 57, avion de 5e génération russe, qui a été un des derniers développements sous l'ère soviétique et russe, fait par Sukhoi, donc avion dit furtif, bimoteur, qui a trouvé son premier client export. Avec l'Algérie ? Exactement. Donc l'Algérie qui était très intéressée pour renouveler sa flotte, qui a une flotte assez mixte, il y a un peu de tout, américain, russe, et donc qui a choisi du Sukhoi 57 comme futur fer de lance de son armée de l'air. Alors donc, je crois qu'il n'y a que 6 appareils, c'est ça ? Alors pour moi c'est un petit chiffre, 6. Après, effectivement, vu qu'on voit la prolifération du F-35 en Europe, un peu moins en Asie aussi, mais un peu moins en Afrique. Là, c'est quelque chose qui commence à se débloquer, voir comment le Maroc, la Tunisie vont réagir. C'est assez poignant, il y a beaucoup de choses, beaucoup de rebondissements qui vont arriver, mais un premier pas franchi par l'Algérie. Il y a un contexte géopolitique assez compliqué entre l'Algérie et le Maroc. Alors je crois que le Maroc a plutôt des F-16 et des Mirage F1 encore, c'est ça ? C'est ça, donc, et je crois qu'il y a eu des débouchés diplomatiques pour se fournir en F-35 dans les prochaines commandes. D'accord, donc ils ont un peu d'Américains, un peu de Français, et ils vont remplacer leurs amis américains. Donc ça c'était pour le militaire. Alors une dernière news promis, un peu triste, c'est la disparition du collectionneur de Warbirds Christian Amara. Il a fait plein de choses, mais c'était entre autres le fondateur du meeting aérien Air Legend. Donc il avait créé ce meeting en 2018
à Melun-Villaroche. Il était aussi donc grand collectionneur de Warbirds. Il avait un P40, B25, DC3, un Yak 11, un Skyraider. Enfin voilà, une grosse collection. Il a été aussi président pendant un temps de l'Amicale Jean-Baptiste Salis, une grande expérience d'organisation de meetings aériens. Et donc voilà, la disparition de Christian Amara, c'était cette semaine ou semaine dernière. La semaine dernière. La semaine dernière. Bah, oui, c'est funérailles, c'était aujourd'hui. Donc voilà, mais les meetings qui continueront de vivre, on l'espère, très longtemps pour garder son héritage. Donc j'avais promis plus de news tristes. On va maintenant parler d'aviation du futur avec tout d'abord le report par Airbus du projet d'avion à hydrogène. Donc on a cet article de l'usine Nouvelle qui annonce un report de 5 à 10 ans de ces projets d'Airbus. Alors au début, il y avait une annonce, donc c'était en 2020, de 3 concepts d'avions par Airbus qui devaient fonctionner avec une pile à combustible. Donc ils étudiaient 3 structures différentes d'avions et l'idée c'était une entrée en service en 2035. Alors pour le moment, on devait même avoir un démonstrateur dans un A380, donc avoir une pile à combustible dans un banc d'essai volant qui serait les 380 qu'ils avaient sous la main. Donc tous ces projets sont mis de côté pour le moment parce qu'il y a beaucoup de retard au niveau de la sous-traitance, que ce soit sur la production d'hydrogène, sur la fiabilité des différents systèmes hydrogène. Donc pour l'instant, chez Airbus, une réduction des équipes qui travaillent sur ces projets et une mise en stand-by, mais bien sûr, ils gardent leur feuille de route d'aviation décarbonée. C'est pas du tout, ils n'ont pas tué les projets, juste ils sont un petit peu réalistes. Il faut pas avancer plus vite que les lumière, il faut laisser le temps à la recherche. Voilà, il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent sur ces sujets et ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc voilà, décision assez réaliste, mais projet non abandonné. Donc voilà, là on a une image des différents options qui étaient envisagées par Airbus, donc du turboprop au turbofan, avec même des concepts d'ailes volantes qui sont toujours assez futuristes, mais qui reviennent toujours sur la table à un moment où on a un autre des développements. On passe à une nouvelle news sur l'aviation du futur. Bah écoute. Je vais parler de Safran et de son premier moteur d'aviation électrique certifié. Donc un nouvel article de l'usine Nouvelle. Donc Safran a décroché récemment la certification de son moteur Enginous. Il y a eu un long travail, hein. Donc il y a eu quelque chose comme 1 an de retard. La certification a été déjà visée il y a 1 an. Enginous 100, qu'est-ce que c'est? Donc c'est 9 ans de développement, donc 4 uniquement pour la certification. C'est un moteur de 125 kW et qui est destiné à équiper des appareils d'aviation légère ou des prototypes d'aviation un petit peu plus régionales avec une propulsion distribuée. Si on a par exemple 6 moteurs Enginous sur un avion de 8-10 places, ce serait possible. Donc voilà, il y a beaucoup de prototypes qui actuellement utilisent ce moteur. On a Aura Aero, le Volta Aero, Diamond Aircraft, le canadien CAE, Bay Aerospace. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'appareils qui comptaient sur la certification de ce moteur. Et voilà, c'est fait. Alors, on a une question dans le chat. Le coût du Su-57, Alexandre? Beaucoup trop cher. Non, mais l'ordre de grandeur, c'est pas révélé, hein, c'est pas officiel, mais on peut se dire que un F-35, c'est, je crois, dans l'ordre des 120 millions unités. Après, c'est compliqué d'estimer un chiffre par avion, parce qu'un contrat, c'est un avion, un nombre de pièces, une maintenance, on va dire, un support dans le temps, donc c'est compliqué. Et la formation des pilotes. Exactement. Donc, globalement, on est dans l'ordre pour un avion des 120 millions pour F-35 et Sukhoi 57, même si ils ont plus de mal à en produire. Il y a beaucoup plus de défauts de conception que le concurrent américain. Ouais, donc 6 appareils, ça fait déjà un bon petit billet à sortir pour renouveler sa flotte. S'il n'y a pas le budget associé comme le budget militaire américain, on va pas finir avec une flotte de 400 appareils. Bon, alors je reprends sur la petite news sur Safran et son moteur électrique. Donc l'idée, c'est on a un premier moteur de 125 kW de certifié qui est déjà sur beaucoup d'appareils, mais ça permet d'avancer vers la certification aussi de ces appareils. Prochaine étape, ce sera un appareil beaucoup plus puissant, 750 kW, donc qui est en cours de développement et qui vise aussi à être certifié. Le directeur général de Safran en a profité pour un petit message auprès du ministère des Transports en disant que la France a arrivé à être novatrice sur ces technologies et le soutien durable de l'État est plus que jamais nécessaire. Voilà, message passé des industriels au gouvernement pour continuer à ce que la France puisse être leader dans ces technologies et dans le développement d'appareils vraiment novateurs. Pardon. Vas-y. La puissance en kilowattheure, si on doit la transcrire en puissance avec des chevaux.
Alors c'est compliqué. Alors là je Bon, l'ai pas, mais après, par exemple sur là on peut motoriser un avion de biplace de voltige Ouais, avec un donc 125 Donc t'es l'heure des kW. 120 chevaux, je pense. Exactement, Oui, c'est ça, entre c'est- 120 d'accord. 140. Et du coup c'est pour ça que si on veut faire un avion de 8-10 places, il faut en mettre au moins 6 distribués sur chaque aile. Ouais, un peu comme ce que fait l'Ecopulse, c'est Les ça Coppels, ouais, il y avait 6 Oui, Coppels oui, de c'est DR, celui avec de- 6. Bon, il y avait encore la turbine, donc c'est Mm. compliqué de se faire mais c'est l'idée. Et donc voilà, à suivre les développements de ces moteurs, avec une petite transition toute trouvée, avec entre autres la filière aéro qui s'est alarmée du coup de rabot de l'État sur ses projets de recherche communs. Alors c'est une news qui est tombée la semaine dernière. Il y a une baisse assez conséquente du budget du CORAC. Alors le CORAC c'est quoi? C'est un organisme français qui vise à soutenir tous les projets de développement des différents industriels français. Donc c'est quoi? C'est on va développer des bancs d'essai, on va mettre de l'argent dans différents démonstrateurs. Et donc là, l'État s'apprête à baisser les aides. Ce serait de 230... Ah oui, au lieu de 300 millions par an, ce serait 230 millions. Contrairement à ce qui avait été promis par Emmanuel Macron en 2023. Donc voilà, petit signal d'alarme pour la filière aéro qui compte beaucoup sur des budgets de développement français pour arriver à mettre au point des démonstrateurs et ensuite espérer un jour voir ces technologies dans l'aviation civile. Donc voilà pour les différents messages, beaucoup de messages en ce moment de l'industrie, que ce soit au Il y niveau a des beaucoup de taxes, au politique. niveau des développements, beaucoup de politique en ce début d'année entre les industriels et, Mais le et les salon du gouvernements. Bourget approche. Ouais, Et c'est ça. exactement. Ce sera l'occasion d'avoir encore plus de messages. Ben voilà, c'était tout pour les Ben, news. écoute, J'espère que ça vous a intéressé. Ouais, merci Antoine. C'était pas forcément les news les plus jouissantes, mais et qui vont nous faire plaisir, mais justement, on va On a une profiter. petite question du chat Ah. juste avant. Vas-y. C'était est-ce qu'on a des annonces de conversion de développement avec le moteur? Alors oui, du coup, tout à fait. C'est ce qu'on disait. Il y a des Du rétrofit? il y a des- Alors je pense que oui, il y a des DR400 qui pourraient. Ils étaient en train de tester les turbines. Après, je sais pas. Ils avaient à voir où est-ce qu'ils le mettront, mais par exemple, les Ouais. Diamond, c'est des appareils existants et ils ont une version avec Mais moteur c'est électrique. le constructeur qui s'occupe de Ouais. le mettre dessus. C'est pas typiquement comme Turbotech qui vient mettre sa turbine sur des avions. Oui. Ok, c'est deux approches différentes. Ouais, exactement. Donc oui, non, je pense pas qu'on verra des R400, mais des choses comme oui, des appareils un peu plus haut de gamme. Pour l'instant, Mm. ça reste assez cher, autonomie limitée, etc. Donc voilà, merci pour les petites questions. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Et puis du coup, Alexandre, Ben, on passe au moment phare de Exactement, l'émission, je vous prends la l'interview. main. On va essayer de vous faire sourire en parlant de rêve de gosse ce soir. Bah, écoute Albert, je te représente, mais cette fois je vais parler de 3 casquettes. Tu as au moins 3 de tes casquettes. Donc là, tu es responsable des achats et des grands comptes pour la boutique du pilote. Mhm. Pour ceux qui connaissent pas la boutique du pilote, est-ce que tu peux en parler rapidement? C'est le magasin de jouets pour adultes et pour un peu plus jeunes. On a tout ce qu'il faut pour un pilote, des livres de formation, au casque, à la petite maquette à ramener à la maison pour se faire pardonner d'être parti le week-end faire un vol avec les copains. Donc ça fait 50 ans que la boutique du pilote est présente sur le marché. Donc on peut résumer ça à la caverne d'Ali Baba C'est un peu ça. des pilotes. J'en connais quelques-uns qui me disent ça à chaque fois qu'ils viennent me voir au bureau. Donc, Et ben il y a un gros événement sur cette casquette là mhm. qui arrive. On en a parlé un peu du Bourget. Est-ce que ça t'impacte et Alors qu'est-ce ça que vous nous prévoyez? impacte beaucoup parce qu'on a l'exclusivité des boutiques sur le salon. Donc on a une boutique au musée de l'Air et on aura aussi 3 grosses boutiques à plusieurs endroits, une sur le tarmac et puis 2 dans ce qu'on appelle les Champs-Élysées, la grande allée que tout le monde connaît pour les habitués du salon. Et donc on est en plein développement des articles qu'on pourra vous proposer. Donc c'est assez passionnant de travailler là-dessus. Et on vous attend tous du 16 au 22 juin au Bourget. Donc beaucoup de travail, j'imagine, Beaucoup là-dessus. de travail, mais c'est un travail qui est très agréable. De pouvoir trouver, développer des produits et des choses un peu amusantes aussi. Parce qu'il ne faut pas se priver de sourire non plus. Et puis voilà, donc la boutique du pilote est très présente aussi dans la boutique du musée de l'Air. Et c'est la seule, je crois, enfin une des rares boutiques, parce que j'en ai fait beaucoup des musées de l'Air dans le monde, où il y a un vrai rayon pour pilotes, qui est un petit peu dédié à tous les pilotes qui travaillent au Bourget et qui ont besoin de se dépanner parfois avec une pièce pour leur casque. Donc voilà, on essaye d'être un petit peu sur tous les marchés en même temps. Et parfois c'est le grand écart, mais on y arrive plutôt pas mal. Ah, c'est très sympa. Donc j'ai parlé de ta première casquette. La deuxième casquette, c'est que ici,
t'es un peu chez toi aussi. On a notre Un studio à petit l'Aéroclub peu. de France, mais c'est parce que tu es aussi secrétaire général de l'Aéroclub de France. Oui, oui, j'essaye de me mettre un petit peu au service de notre communauté de passionnés d'aviation, de pilotes, pour porter la bonne parole et préserver une belle image de notre aviation. Donc c'est du travail, mais j'adore ça aussi. Donc, puis on a une bonne équipe avec notre chère présidente Catherine, que je salue d'ailleurs. Voilà. Eh ben, je parle de la troisième casquette maintenant, celle qui va concerner la majorité de nos questions et sur laquelle je t'ai déjà introduit, donc président de Rêve de Gosse Île-de-France. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours aéronautique et de comment tu es arrivé à connaître Alors, et à être impliqué dans Rêve de Gosse? Moi, je suis, comme beaucoup de gamins, je rêvais d'être pilote de ligne. Et puis, il y a un type dans un collège qui m'a dit, avec des lunettes, tu seras jamais pilote, laisse tomber. Donc, j'ai mis ça dans un coin. Et puis, la vie aidant, j'avais une situation qui me permettait de prendre des cours de pilotage. Donc, j'ai commencé tard, vers 35 ans. J'ai passé mon brevet, j'ai fait un petit peu de montagne, je me suis bien amusé. Mais très vite, si on n'a rien de spécial à faire et qu'on a un budget qui est malgré tout toujours un peu limité, on en arrive à toujours faire le même tour autour des 3 châteaux qu'on connaît. On emmène les copains voir les 3 châteaux et à pas trop sortir de notre zone de confort. Et à cette époque-là, moi, j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie aussi que ça serve à quelque chose, et j'ai un ami qui est journaliste qui s'appelle Frédéric Beniada qui m'a emmené sur Rêve de Gosse en me disant il faut que tu viennes voir, ça va te plaire, c'est génial ce qu'on fait. Et je l'ai déjà dit dans une autre interview, mais j'assume complètement. J'y suis allé en me disant que j'allais peut-être me faire des potes, et je me suis fait beaucoup d'amis. Et ceux qui ne sont pas devenus des amis, ils sont devenus ma famille. Parce que c'est un petit peu... Rêve de Gosse, c'est un projet où on a tous toujours plaisir à se retrouver chaque année entre l'Ascension et la Pentecôte pour faire un tour aérien en 9 étapes. Dans chaque ville-étape, il y a entre 150 et 180 enfants qui ont travaillé toute l'année scolaire sur un projet, dans le cadre scolaire. Et le résultat de ce projet, qui peut être une fresque, qui peut être un avion fait en bouteilles de plastique récupérées, ou des tas d'autres choses. Une fois, je me souviens, à Saint-Brieuc, ils avaient fait la baie de Saint-Brieuc telle qu'ils imaginaient la voir en avion, avec des pots de yaourt récupérés, et c'était génial. Et donc, quand on arrive dans leur ville, ils présentent ce projet, et la récompense est un tour en avion qui dure entre 20 minutes et 40 minutes selon la configuration des aérodromes où on est. Donc il y a 30 avions, il y a l'armée de l'air qui est partenaire, l'éducation nationale qui est partenaire, il y a le ministère de la Justice avec la protection judiciaire de la jeunesse qui est partenaire aussi. On a beaucoup de gens qui nous aident et on est tous bénévoles. Et c'est vrai que de l'extérieur, les gens ne comprennent pas toujours, parce qu'il y en a plein qui me disent « Ah, mais moi je veux venir », mais ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas venir juste sur une étape faire quelques baptêmes, parce que on a des contraintes et des engagements aussi auprès de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et c'est un projet qui est très cadré, très organisé. Et c'est vrai que c'est très pro, en fait. Il y a beaucoup de pilotes privés, mais on a aujourd'hui sur Rêve de Gosse une organisation qui est... Moi, je sais que les militaires qui sont les plus carrés que je connaisse en termes de pilotage nous disent toujours c'est incroyable ce que vous faites, quoi, parce qu'ils nous voient débarquer. On peut arriver sur un terrain de campagne où il y a juste une manchère avec nos 30 avions, et en fait on a tout ce qu'il faut. On a les mécanos, on a la direction des vols, on a les contrôleurs, on a tout avec nous. Ouais, tout un régiment logistique qui suit derrière. J'ai une question pour remettre un peu plus de contexte. Qu'est-ce que c'est Rêve de Gosse concrètement dans les différentes étapes, et d'où est venue l'idée de créer Alors, ça? l'idée, en fait, c'est une bande de copains qui faisaient le rallye Toulouse-Saint-Louis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu un rallye aérien qui va sur la route de l'Aéropostale. Et c'était l'époque où il y avait tous les concerts USA for Africa, où tout le monde se disait ah là, il y a des gens qui meurent de faim partout sur la planète, il faut les aider. Et puis cette bande de copains s'est dit mais en fait en France aussi il y a des enfants qui sont malheureux, qui sont malades, qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on les fasse un petit peu sourire. Et nous, on a des heures de vol à faire, donc souvent on est tout seul dans l'avion, donc pourquoi est-ce qu'on les emmènerait pas? C'est parti d'une idée comme ça. Et puis de fil en aiguille, les copains sont rajoutés aux copains. Alors à l'origine, c'était les jeunes chambres économiques qui organisaient ça, mais comme les organisateurs de l'époque ont vieilli, ils étaient plus éligibles aux jeunes chambres économiques. Et puis donc tous les clubs services du genre Rotary, Kiwanis, Lyon se sont mis dans la boucle, avec souvent un aéroclub local qui dit ah ben tiens, on va organiser une étape à tel endroit.
de fil en aiguille, on a dit, pour donner du sens à tout ça, il faut faire un projet avec les enfants. Donc ce projet, aujourd'hui, il est sur toute l'année scolaire. Et donc, on apprend aux enfants à accepter leurs différences, on favorise l'inclusion. Moi, je sais que quand j'étais môme, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des enfants handicapés ou autistes en classe avec moi. Et aujourd'hui, même si c'est pas toujours approprié, ça commence à rentrer dans l'esprit des gens. Et nous, on le fait une ou deux fois par mois, enfin sur les étapes que moi j'organise, une ou deux fois par mois, on fait des rencontres où il y a des enfants en fauteuil, des enfants autistes, des enfants malades qui vont dans une classe d'enfants au parcours ordinaire et qui rencontrent les autres enfants qui travaillent avec eux en fonction de leurs capacités. Et ça fonctionne super bien. C'est assez génial parce que tout de suite, les enfants, ils n'ont pas les barrières des adultes et ils vont les uns vers les autres et c'est assez génial de voir ça. J'ai un souvenir une fois avec un de nos anciens parrains qui avait été surpris parce que les enfants handicapés arrivaient dans une classe et il y en avait un qui devait avoir 9 ans, qui était un peu le chef de la bande, un peu qui roulait des mécaniques et puis qui rentre dans la classe et il commence à rigoler parce qu'il y avait une petite fille qui avait des ciseaux et un bout de carton et elle n'arrivait pas à le découper. Et il a commencé à rigoler, mais ça a duré 20 secondes et puis il a réalisé qu'en fait, c'est pas qu'elle savait pas le faire, c'est qu'elle pouvait pas le faire. Et il a été vers elle et lui a dit « Attends, je vais t'aider ». Et puis toute la bande de copains a suivi. Et puis voilà, c'était parti, quoi. C'est des choses comme ça où ça prend tout de suite. Et j'ai un autre exemple, je suis désolé, hein, parce que j'en ai plein de Mais exemples. c'est super intéressant. J'ai un autre exemple où j'étais dans une classe et ça m'arrive parfois de leur faire une petite formation sur ce que c'est que le vol, comment ça va se passer, etc. En général, c'est la première rencontre. Et moi qui ai été un cancre patenté, quand on est sur l'estrade du prof, on s'aperçoit qu'on voit très très bien toute la classe, on sait qui va écouter, qui va faire l'idiot, qui va être pas du tout intéressé. Et il y avait ce gamin, donc c'était une classe de CM2, donc c'était plutôt des petits, et il y avait un gamin qui devait avoir 13-14 ans au fond de la salle, qui avait l'air de somnoler, qui était avec une adulte, donc une auxiliaire de vie sociale. Donc à la fin, je suis allé le voir. Il était en fait aveugle suite à un accident qui est arrivé 2 ou 3 mois après sa naissance. Il s'intéressait à rien. Et puis, il n'avait pas d'interaction avec les autres enfants. Il avait un retard scolaire qui était assez conséquent. Et donc, la fois d'après, j'avais amené un truc qui ressemblait à un avion pour qu'il puisse le toucher, comprendre ce que c'était que la forme d'un avion. Parce que ça nous paraît évident, mais quand on n'en a jamais vu, on ne peut pas comprendre. Et il y avait une enseignante qui était assez géniale et qui avait décidé, pour récompenser les pilotes, de faire chanter les enfants. Et donc, il y avait un piano dans le préau où ils se réunissaient une fois par mois. Et à la 2e ou 3e rencontre, ce gamin a demandé à son AVS, alors qu'il disait jamais rien, qu'il voulait aller à côté du piano. Donc, elle n'a pas trop réfléchi, elle l'a accompagné, il s'est assis au piano. Donc, tout le monde s'est arrêté de discuter parce que pourquoi il joue du piano. Et avant que quelqu'un ait pu intervenir, il a rejoué à l'oreille l'air de la chanson. Alors qu'il n'a jamais fait de solfège, qu'il n'avait jamais touché un piano. En fait, c'était assez incroyable. Du coup, ils ont prévenu ses parents. Ses parents ont trouvé une école de musique qui était adaptée. Et puis la musique, c'est des maths. Donc, du coup, il a progressé aussi en maths. Et puis, en plus, tous les autres gamins, c'était devenu le héros. Ils connaissaient rien. Et puis, d'un coup, ils se mettaient à jouer du piano. Donc, et voilà, des histoires comme ça, on en vit et on est toujours touché par ce que réussissent à nous apporter ces enfants, parce que c'est génial pour eux de faire un vol quand ils en ont jamais fait, et même s'ils en ont déjà fait. Mais pour nous, les pilotes, la récompense, elle est là, quoi. C'est à chaque fois, on en prend plein les yeux, plein les oreilles. Et alors, cerise sur le gâteau, on choisit jamais les enfants qu'on va emmener en vol, parce que c'est fonction des avions, fonction de comment on est arrivé. Et c'est moi qui l'ai emmené pour son baptême de l'air. Et bon, j'ai une voix, paraît-il, un peu grave et caractéristique. Et donc, il m'avait reconnu. Donc, on lui avait fait le tour de l'avion. Il avait touché toutes les formes pour comprendre comment c'était. Il était assis derrière moi. Et au moment de l'atterrissage, il s'appelle Enzo. Je lui ai dit, est-ce que ça t'a plu ? Et il n'a pas répondu parce qu'il ne pouvait pas répondre tellement il était ému. Il m'a attrapé l'épaule, il a serré fort. Et puis, voilà, quoi. C'est un truc que j'oublierai jamais. Donc oui, les rêves de gosse, c'est ça. C'est qu'on réussit à faire se rencontrer des enfants et à leur apprendre une vision un petit peu différente de la vision prémâchée qu'on nous sert souvent. Et voilà, on essaye de leur apporter des choses par rapport à ça. Ah, c'est magique. Et par rapport à, tu as parlé donc d'enfants, toute cette expérience,
Comment vous choisissez les classes dans lesquelles On vous les allez choisit pas, en fait. On les prend C'est tous. du volontariat. En fait, non. Alors, moi, c'est un petit peu particulier parce qu'on développera peut-être la structure. Donc, nous, on organise, Rêve de Gosse Île-de-France, on organise une étape chaque année, alors que c'est quand même beaucoup de boulot. Donc, moi, j'ai des bénévoles qui sont sur le pont en permanence, mais en province, les villes, elles vont, ceux qui ont envie de l'en faire plusieurs, ils en font une tous les 3-4 ans. D'accord. Donc il n'y a pas forcément de suivi avec les écoles, mais nous on est en contact avec beaucoup d'écoles et beaucoup d'établissements médicalisés, des IME, des classes Ulysse, enfin tous les acronymes qu'on réussit à inventer, et puis avec des hôpitaux. Et on est en contact avec beaucoup de ces centres, et puis en fonction de l'aéroport où va avoir lieu l'étape, on essaye de prendre ceux qui sont pas trop loin pour pas que ce soit trop compliqué. Et puis ceux qu'on prend pas cette année, on leur dit de toute façon on vous appellera l'année prochaine, et on le fait. Donc c'est parfois du relationnel aussi, parce que je vais à un dîner et puis on discute, et puis il y a quelqu'un qui est là qui raconte que son fils autiste c'est très compliqué. Bah, du coup elle nous a donné le nom de la prof et le nom de l'école, et puis on a intégré la classe l'année d'après. Enfin voilà, il n'y a pas de règle. Et puis surtout, les éducateurs nous disent souvent, ce qui est incroyable avec Rêve de Gosse, c'est que vous mettez pas les enfants dans des cases, parce que parfois les polyhandicapés qui sont en plus sourds ou aveugles, personne n'en veut parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Et nous, on prend tous les enfants. Il n'y a pas d'a priori. Ouais, c'est un peu La seule ça. chose, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient trop grands, parce que ça se passe toujours bien, mais il faut quand même que le pilote soit en mesure de les maîtriser si jamais il se passait quelque chose. D'accord. Mais ça n'arrive jamais. Parce que... Mais d'ailleurs, du coup, côté éducation nationale, ils ont été très vite assez réceptifs. Ça s'est Non. passé comment? En Parce fait, que du coup, c'est quand même pas banal. l'agrément comme de approche. l'éducation nationale, c'est quelque chose qui est très compliqué à obtenir. Ouais. Et donc, on l'a eu il y a une dizaine d'années. On a eu le renouvellement il y a quelques années. Et c'est beaucoup de contraintes et il faut vraiment montrer patte blanche, parce qu'on ne te laisse pas rentrer dans une classe. Aujourd'hui, on peut appeler un directeur d'école, lui dire on a l'agrément, on voudrait vous rencontrer. Il va nous écouter beaucoup plus facilement que si je l'appelle, je dis ouais, on a une bande de pilotes, on veut emmener les gamins voler. Voilà, il y a un gage de sérieux dans l'organisation, dans la structure de Rêve de Gosse, qui fait que le gouvernement, les autorités de l'éducation nationale ont confiance en nous, et donc on peut exprimer auprès d'eux nos besoins et leur dire voilà, on voudrait venir dans tel établissement, et en général ils suivent. Mais voilà, ça oblige à garder vraiment ce sérieux, comme tu sais, l'organisation oui, militaire. Mais de toute façon, en aviation, voilà, il faut être sérieux. Hein. On aime bien rigoler, mais il faut quand même rester très sérieux. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'étais un pilote lambda d'aéroclub, et j'ai appris beaucoup de choses sur Rêve de Gosse, sur la partie aéronautique. J'ai appris des réflexes, et puis j'ai volé dans des conditions qui n'étaient jamais ni illégales ni dangereuses, mais j'ai volé dans des conditions où tout seul, spontanément, j'y serais peut-être pas allé. Et j'ai appris à le faire grâce aux équipes de Rêve de Gosse, parce qu'il y a vraiment une rigueur qui s'impose. Et c'est parfois... tout le monde fait des conneries, hein, et quand on en fait, on en parle, et puis on débriefe, et voilà. Mais, si tu vas écorner une zone militaire parce que tu as un enfant un peu turbulent, et que tu l'expliques, voilà, on peut comprendre ce qui s'est passé. Donc ça a été beaucoup d'années pour arriver à beaucoup convaincre, d'années, et maintenant, beaucoup de travail. Beaucoup de succès, en fait, limite trop d'établissements, mais c'est non, super. Non, il n'y a jamais trop d'établissements, parce qu'on trouve toujours moyen de les intégrer, de le faire, et puis c'est toute la France. Et moi, je m'occupe que de l'Île-de-France, donc il y a beaucoup de monde. C'est très dense, mais en province, il n'y a jamais trop d'établissements. Il y a même des étapes où parfois c'est compliqué, parce que on va tomber sur un prof, il se dit ah bah oui, mais c'est le week-end de l'Ascension, moi j'avais prévu de me barrer, j'ai pas du tout envie le vendredi d'aller accompagner les gamins de la classe. Mais dans la plupart des cas, on a un vrai partenariat avec l'éducation nationale, et une fois qu'ils sont dans le projet, ils sont hyper enthousiastes. Donc je suis heureux d'être dans un pays où on a des enseignants comme ça qui ont envie tellement de faire ce qu'il faut pour que les enfants aient cette chance, en fait. Il y a de l'envie, vous avez le vecteur, et ça marche. Je te laisse. Et pour reparler, donc tu as parlé un peu du niveau de timing, ça fait combien de temps concrètement que ça existe, Rêve de Gosse? Rêve de Gosse, en fait, a été créé il y a 29 ans. D'accord. On prépare le 30e anniversaire pour l'année prochaine. Moi, ça fait 15 ans que je fais partie d'un équipage. Et d'ailleurs, à cause du Salon du Bourget, cette année, c'est la première fois en 15 ans que je m'abstiens de participer, parce que c'est vraiment trop proche. Comme c'est toujours entre l'Ascension et la Pentecôte,
Là, il n'y a même pas 10 jours entre les deux, donc j'aurais beaucoup trop de travail. J'organise quand même une étape. Et donc, Rêve de Gosse Île-de-France a été créé il y a 12 ans maintenant, parce qu'il y a un vrai besoin en Île-de-France, parce qu'il y a les ministères, parce que la plupart des partenaires ont leur siège en Île-de-France, donc pour les dirigeants, s'ils veulent venir, c'est quand même plus facile. Il y a une vraie difficulté en Île-de-France, justement parce que c'est très dense, donc si on doit s'appuyer sur un Rotary ou un Lyons, le Rotary de la petite ville, en province, il va arroser les villes autour. À Paris, il y a le Rotary du 20e arrondissement, du 19e, du 18e, et ils travaillent souvent ensemble, mais pas toujours. Donc c'est compliqué chaque année de trouver des gens suffisamment disponibles et motivés, avec suffisamment aussi de relations pour pouvoir organiser une étape. Parce qu'une étape, il y a quand même 30 avions, donc il faut un aéroport. Il faut loger 120, 130 personnes. Il faut les nourrir le soir. Il faut des bus pour les emmener à l'hôtel et les ramener le lendemain matin. Il faut qu'il y ait une mairie qui nous prête des tables, des chaises, des barrières. Donc, il y a beaucoup de logistique. Et si on trouve personne qui nous les prête, il faut les louer. Donc, c'est pareil. C'est tout un travail qui commence, en fait. On est en train de fermer l'étape de l'année en cours et on est déjà en train de travailler sur la suivante. Moi, j'ai déjà des réunions. Alors, c'est un peu spécial parce que c'est le 30e, mais j'ai déjà commencé les réunions avec les gens avec qui je vais travailler sur le 30e anniversaire. Donc niveau logistique, c'est vraiment un gros point. Tous les bénévoles participent ou il y a que des équipes spécifiques En fait, il y a plusieurs étages. Donc il y a à Narbonne l'association Mère, en fait, qui a été créée par Jean-Yves Glémé, qui est notre président depuis bientôt 30 ans, qui a porté et qui porte toujours ce projet. Et donc il est entouré d'une équipe. Ils sont tous bénévoles sauf la secrétaire, je crois. Donc tout le monde a un boulot à côté. Alors parfois il y a des arrangements parce que les contrôleurs, parfois ils peuvent être détachés, parfois. Mais il y a quand même énormément de travail en amont parce que nous, organisateurs de Ville-Étape, au mois d'avril-mai, il faut avoir choisi les écoles qui décident déjà du programme qu'ils vont appliquer à leurs élèves pour l'année suivante. Donc s'ils choisissent un projet, ils ne vont pas en choisir un autre au mois de septembre. Donc il faut le faire au mois d'avril. On choisit les établissements scolaires, on candidate pour être une ville-étape sur le tour. Alors comme je dis, nous c'est un petit peu particulier en Ile-de-France parce qu'il y a ce besoin. Mais parfois il y a des candidats et donc on leur laisse la place, on fait une année off. Mais depuis que je suis président, c'est pas arrivé. Et ensuite il y a des réunions et puis on a une réunion par mois téléphonique où on regarde l'avancée, mais il y a l'histoire il faut trouver le budget. Parce que c'est quand même un budget qui est de l'ordre... Si on doit tout payer, organiser une étape, c'est entre 15 et 20 000 euros. Donc on a des partenaires qui nous accompagnent. Moi, je salue Paris Aéroport qui m'aide beaucoup et je leur suis très reconnaissant. Mais on a parfois les régions, les départements, certaines villes qui vont nous apporter leur aide. Et puis, tout au long de l'année, on prépare. Et puis, il y a les rencontres qui ont commencé. Nous, depuis le mois de janvier, il y a des rencontres qui sont organisées. Ça veut dire que nous, on organise ça en groupe. Tu as 3 fois 50 enfants qu'on réunit. Donc, il faut les déplacer. Il faut trouver quelque chose à leur faire faire. Donc, il faut que les enseignants soient dans la boucle. Et puis, il faut assurer un suivi de tout ça. Il faut en parler parce qu'il faut que les partenaires soient aussi au courant de tout ce qu'on fait. Donc, c'est énormément de travail. Puis ensuite, il y a le tour en lui-même, où sur chaque ville-étape, il faut tout faire, en fait. On a une équipe qui est assez géniale de monteurs de tentes qui fait le tour en camion. Et donc, la première étape, ils sont là en même temps que nous. Ils installent les tentes du village, puisqu'on a un village sur chaque aéroport. Le soir, quand la journée des baptêmes est finie, ils démontent le village, ils le mettent dans leur camion et ils prennent la route pour aller à l'étape suivante. Souvent, ils roulent de nuit, ils finissent la nuit dans le camion, ils installent le village à 7h du matin, où l'organisateur des villes-étapes doit être présent pour leur montrer où ça va être, etc. Et puis ça continue comme ça pendant 9 jours. Et puis les avions arrivent, on a un CASA de l'armée de l'air, heureusement, qui nous accompagne toujours, qui transporte le matériel, les équipes d'animation. Et puis les avions arrivent. Et puis, dans les équipes d'animation, on a des clowns qui ont l'habitude de travailler dans les hôpitaux, on a des sculpteurs de ballons, on a des maquilleuses. Alors, c'est amusant, les maquilleuses, les sculpteurs de ballons et les clowns. Mais en fait, ils ont une vraie fonction
parce que dans le village, on a une tente qu'on appelle le sas. Et donc, il y a les chaises qui sont mises par 3, puisqu'il y a 3 enfants par avion. Et à chaque fois qu'il y a un embarquement, ils avancent d'un rang. Et quand il y a des enfants potentiellement inquiets ou agités, ils vont le détecter. Donc, ils vont rassurer les enfants. Et puis, on va pouvoir alerter le pilote, choisir un avion approprié s'il y a un gamin en fauteuil. Par exemple, un Cessna avec les ailes hautes, ce sera beaucoup plus facile d'embarquer un gamin. Et donc, les clowns sont là aussi pour gérer toute cette partie-là. Parce que pour les enfants qui supportent pas le bruit et l'agitation, on a une tente qu'on appelle la tente ressource qui est capitonnée à l'abri du bruit, où il y a des matelas par terre, les enfants peuvent se poser, s'apaiser, et souvent c'est nécessaire pour certains enfants qui souffrent de troubles autistiques, parce que le bruit, l'agitation, ils vont avoir du mal à le supporter. Donc là, vous avez vraiment c'est vraiment un engrenage très bien huilé, avec chaque personne à sa place. Tout est fait pour que les enfants, quand ils vont embarquer, ils soient dans le meilleur état possible. Et puis surtout, les équipages, c'est 2 ou 3 personnes. D'accord. Alors, il peut y avoir un pilote, même un élève qui est avec son instructeur. Il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas pilote dans un équipage. Mais tous ces gens-là travaillent, en fait, parce que quand il faut embarquer un enfant en fauteuil ou il faut démonter l'assise du fauteuil, on n'est pas trop de 3 ou 4 pour l'installer dans l'avion. Donc, l'équipage de l'avion ne suffit pas. Donc, il y a toujours du monde à cet endroit-là qui va accompagner les enfants. Pardon. C'est les aléas du direct. Mais on va avoir toutes tes anecdotes. On étouffe nos invités. On n'achève pas nos invités. Ça va qu'on a les mugs Cap sur l'avenir. Ils sont là à la rescousse. Heureusement qu'on les a. Et donc, oui. Je m'emporte et donc... Pas de souci. Et donc les enfants sont embarqués, on fait une photo. J'ai perdu ma voix. On fait une photo avant l'embarquement. Et cette photo, elle leur est offerte quand ils débarquent de l'avion, signée par le pilote. Et donc je dis souvent aux équipages, aux nouveaux équipages, mettez-vous à cet endroit-là, parce que vous allez voir tous les enfants sortir. Et c'est magique en fait de les voir... heureux de descendre de l'avion. Ils viennent de passer un super moment, ils gardent en plus un souvenir personnalisé, une photo, et ça les aide même à garder une trace de tout ça, et du coup de projets qui durent toute l'année. En plus, c'est ça qui est assez génial, c'est que ça leur permet, c'est pas juste un événement super court, c'est que c'est construit, et ça je trouve ça vraiment incroyable. Ce qui est important, c'est qu'en fin d'année, après la journée de baptême, il y a une dernière rencontre. C'était à la demande des enfants, parce que ils nous disaient, oui, mais le jour de l'étape, on n'a pas eu le temps de voir les copains et on les a plus revus et puis on aimerait bien les revoir. Et donc, on organise une dernière rencontre, on fait un goûter et ça leur permet de se dire au revoir. Et donc, comme ça, de A à Z, ils auront pu construire quelque chose ensemble, peut-être même après des relations d'amitié, et que c'est débloquer ces verrous quand on est enfant, c'est le moment de le faire. C'est vraiment... C'est génial. Alors, on a des questions du chat, justement. Alors, c'est White Dragoness qui nous demande combien de bénévoles dans l'association. Alors, tu nous as dit qu'il y avait un peu différents niveaux. Alors, il y a différents niveaux. L'association à Narbonne, l'équipe, en fait, alors on a tous des combinaisons de couleurs différentes. Donc, tous les bénévoles de l'équipe de Narbonne, ils sont une petite trentaine. Mais il y a un médecin, il y a les 2 photographes. Enfin, il y a un gars qui passe son tour dans une tente en pleine chaleur en train de tirer les photos sans arrêt. D'accord. On a nos directeurs des vols, on a des instructeurs, parce que tous les pilotes qui viennent, on a vérifié leurs compétences, mais on a besoin de savoir s'ils savent gérer des enfants pendant qu'ils pilotent. Ouais. Donc en général, un nouveau pilote va faire un vol avec notre instructeur, qui n'est pas là pour vérifier s'il sait piloter, mais s'il sait s'occuper des enfants. Voilà, c'est... Il y a la dimension, pas de souci, il y a la dimension gestion vraiment de passagers comme un pilote de ligne là, sauf que c'est très particulier. Et... Moi j'ai un souvenir où on a souvent des journalistes qui nous accompagnent. On avait une étape à Salon de Provence, donc à l'école de l'air, et on me dit il y a un journaliste qui a suivi un gamin pendant toutes les rencontres, est-ce que tu peux l'embarquer? Je dis oui, il n'y a pas de problème. Donc le gars arrive, il faisait à peu près 2 fois ma taille, sa caméra c'était un truc... c'était il y a une dizaine d'années. Et donc, avec le gamin qu'il avait suivi. Et du coup, il restait une place dans l'avion. Donc, on m'amène une petite fille minuscule qui était adorable et qui sortait de la tente ressource parce que le bruit, l'agitation, ça la stressait. Elle était complètement affolée.
Donc je dis au gars qui m'installe un micro, je dis au gars, bon, il faut vraiment prendre soin de votre petite voisine parce que vous lui faites peur. Ouais, enfin, il m'écoutait pas. On part en vol. Je suis désolé, j'ai la gorge. Pas de souci, si jamais on pourrait faire une petite pause peut-être avec le quiz et reprendre l'interview comme tu veux. Tu Non, me non, dis non, mais si ça va va, comme tu veux. Et donc, on part en vol. Ça se passe plutôt bien, mais j'ai passé tout le vol avec ma main derrière. Donc au début, la gamine, elle me pinçait parce qu'elle était en colère. Puis à la fin du vol, elle me caressait la main parce qu'elle était contente. Mais elle était vraiment minuscule. Et donc on se pose, il y a toujours du monde qui vient pour débarquer l'avion. Et les copains viennent, ils me disent ça va, c'est bien passé. Je dis le vol s'est passé nickel, mais débarrasse-moi du grand con là parce que il comprend rien. Et là le type vient me voir, il me fait je vais reprendre le micro. Donc il avait évidemment entendu ce que j'avais dit. Mais après, pour être tout à fait honnête, le soir il est venu me voir et il m'a dit je suis désolé, j'avais pas du tout compris pour la petite fille. Donc bon, voilà. Donc ça, c'était une personne, pour revenir à la question du chat, c'était donc une personne de l'association un peu générale, c'est ça? Et donc là, tu disais une trentaine de personnes. Alors, l'association Narbonne, c'est une trentaine de personnes. Ouais, pardon, ok. j'ai perdu le fil. Non, mais je reprends, comme ça on répond. Nous, sur Rêve de Gosse, sur l'année, on est une 10-12 bénévoles. Le jour de l'étape, on fait appel à plus de gens parce qu'il faut installer l'étape, porter les barrières. Et ensuite, tous les bénévoles qui sont dans les avions, c'est 120 personnes. D'accord. Donc tous pilotes et qui payent tous leur équipage. C'est pas Rêve de Gosse qui finance les équipages. Rêve de Gosse reverse pour chaque rotation enfant une somme qui est assez symbolique, qui est de l'ordre de 80 € pour un vol qui dure 40 minutes. Mais tout le reste, donc on a en général tous monté des petites associations. Puis si on se débrouille bien, on a le droit de faire des reçus fiscaux. Et moi, en 15 ans, j'ai dû payer de ma poche à peu près 40% du coût de l'opération. Ouais, donc c'est vraiment, comme tu dis, il y a plusieurs niveaux. Il y a l'association générale avec des gens, 30 personnes qui vont travailler toute l'année, plus après au niveau local, pour organiser l'étape, une quinzaine de personnes. Et en plus, pour chacun des 30 appareils, des gens qui vont monter des associations, rechercher des financements. Et donc c'est vraiment à chaque niveau des recherches de financement pour pouvoir leur permettre de vivre. On ne se rend pas compte des ramifications. Parfois, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais quand même... ça fait cher pour un baptême de l'air, mais en fait, c'est pas un baptême de l'air, c'est toutes les rencontres qu'il y a dans l'année scolaire. Oui. Nous, il y a une trentaine de rencontres. Quand on sait ce que ça coûte une sortie scolaire, dans les partenaires qu'on a sur Rêve de Gosse Île-de-France, il y a le musée de l'air et de l'espace du Bourget, qui nous offre l'entrée pour tous les enfants de l'étape et leurs accompagnants, ce qui fait 230 personnes environ. Ils nous prêtent un auditorium où on fait une petite conférence. Donc on l'a fait, il y a eu beaucoup de sujets, on a eu des ingénieurs qui sont venus, qui avaient adapté leurs conférences aux enfants. Et là on a un partenariat aussi avec Aérobiodiversité. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais c'est une association qui recense en fait les espèces qui ont disparu de partout, sauf de nos plateformes aéroportuaires. Donc c'est intéressant aussi, et les gamins adorent, donc voilà. Vous diversifiez au maximum les interventions et possibilité pour eux de découvrir pas mal de sujets. Okay. Et on a fait intervenir aussi des pilotes handicapés. Et c'est vrai que pour des... Décidément, je suis désolé. Pas de soucis, c'est direct du moment que tu vas bien. Oui. Je suis pas mort encore. On espère, on aimerait bien te garder jusqu'à la fin. Pour un enfant en fauteuil, de voir un type en fauteuil escalader l'aile d'un avion et prendre les commandes, c'est magique. Et ça fait un exemple, et là, tu fiches qu'il y a plein de choses possibles. Même si la société en général te dit, bon, c'est pas, il y a des choses que tu peux pas faire, là tu vois quelqu'un vraiment, et ça t'inspire. Okay. Ouais. Alors, on aura une autre question aussi du chat. Donc on a parlé un peu des bénévoles, tu nous as parlé des 30 équipages. La question c'est est-ce que vous recherchez des pilotes et quels sont les prérequis pour s'investir en tant que pilote? Voilà, si quelqu'un est intéressé quoi, pour on recherche pas des pilotes, on recherche des équipages. Nuance. Ça veut dire que le tour, il faut s'engager à le faire du début à la fin. Donc c'est du jeudi de l'Ascension au dimanche matin de la Pentecôte. Donc il faut quand même être disponible. Il faut un commandant de bord qui a 200 heures de commandant de bord. Il faut 15 heures sur la machine, enfin 15 heures de monomoteur dans les 12 derniers mois et 5 heures sur la machine dans les 3 derniers mois. Ah, c'est clair, cahier des charges très précis et voilà. Pour pouvoir faire des baptêmes de l'air, qu'on appelle des tours d'avion, parce que la notion de baptême de l'air, légalement, un baptême de l'air, c'est payant. Et là, il n'y a rien à payer pour les enfants.
Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un tour d'avion. On avait validé ça avec la DGAC pour qu'il n'y ait pas de confusion possible. D'accord. Et du coup, chaque année, vous avez suffisamment d'équipage, vous avez jamais eu On de en a souvent trop. D'accord. Et c'est un crève-cœur parce que la direction des vols doit sélectionner. Et en général, quand ils prennent pas un équipage, il est prioritaire l'année suivante s'ils souhaitent le faire l'année suivante. Mais du c'est coup, pas toujours possible parce que professionnellement, parfois c'est compliqué. Quand on change de profession, quand on change de boulot, de pouvoir se libérer pendant 10 jours. Donc, mais du coup, avis quand même aux personnes pilotes privés qui voudraient s'engager et créer un équipage et voilà, vous contacter, j'imagine, et s'ils remplissent ces conditions pour pouvoir espérer un jour les s'engager. Les inscriptions sont ouvertes en général au mois d'octobre et clôturées j'ai peut-être... je vais peut-être prendre un petit cachet. Je vais me doper. Tout est légal, vous en faites pas. Absolument. Et je sais pas si je l'ai sur moi. C'est pas grave. Et donc oui, les inscriptions sont ouvertes au mois d'octobre et sont fermées vers mi-décembre en général. D'accord. Donc là, c'est bon, on a les équipages pour cette année. Ah oui, on a les équipages pour cette année, bien sûr. Ils sont tous dans les starting blocks. Donc ça veut dire que là, s'il y a des pilotes dans le chat qui sont intéressés, c'est pour 2026. C'est pour 2026, les 30 ans. Les 30 ans. Et donc tu vas pouvoir un peu nous en parler, 30 ans. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour ces 30 ans? Parce que c'est quand même un anniversaire. Moi, je ne peux parler que de Rêve de Gosse Île-de-France, donc on a une étape prévue au Bourget. Ok. Donc c'est quand même un peu magique d'aller se poser au Bourget. Donc on va faire une belle étape, ça c'est sûr. Après, sur les autres villes, j'ai pas d'infos, et si j'en avais, de toute façon, je vous les donnerais pas. On n'a pas le droit à l'exclu, mince. Voilà. Mais je reviendrai. Mais on est en train d'y travailler, mais il faut déjà faire le 29e. Ouais. On a quand même, j'ai pas un chiffre précis en tête, mais on a fait 40 000 tours d'avion en 29 ans. Ouais. Ouais, c'est beau. Avec le nombre de rotations, je sais plus, mais c'est énorme. Et c'est vrai que voilà, c'est à chaque fois un grand bonheur de se retrouver tous ensemble. Puis c'est des pilotes de tous les horizons. Il y a des pilotes de chasse, il y a des astronautes parfois. Il y a des Rafale Solo Display qui viennent, il y a d'anciens de la patrouille de France, il y a des pilotes d'aéroclub comme moi. Il y a des pilotes professionnels, il y a des pilotes du 0G qui viennent, qui participent. Oui, ça attire vraiment beaucoup de personnes qui ont envie de s'investir. Et c'est un partage de compétences. J'ai un souvenir, il y a quelques années, il y avait un jeune qui venait d'être macaroné pilote de chasse. Et son premier vol avec un enfant, il n'a pas fait un break, mais il a fait quand même un virage très marqué. Alors le gamin a adoré, mais on lui a dit non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, quoi, parce que c'est des passagers qui n'ont pas l'habitude, donc il faut y aller en douceur. Et après voilà, Et après moi, en racontant ça à des parents, on m'a dit ah mais vous leur avez menti. Mais alors c'était un pieux mensonge. Une fois, j'emmène des enfants, donc à côté de moi, j'avais un ado qui avait 13 ans, qui avait son téléphone, qui filmait tout ce qu'on faisait, donc il avait l'air content. Derrière moi, j'avais un enfant polyhandicapé qui hurlait de joie, en fait, d'être dans l'avion. Et juste derrière moi, il y avait le petit frère du gamin qui était devant. Dès que les roues ont quitté le sol, il s'est mis à hurler « Je veux rentrer, je veux ma maman, j'ai peur ». Donc quand j'ai réussi à en placer une, je lui ai dit « Non, mais il n'y a pas de problème, on rentre ». Je commence à rentrer. On était en montée initiale, donc pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'on venait à peine de décoller. On a fait le tour normal, et en fait, ça l'a apaisé de savoir qu'on allait rentrer, et du coup, le vol s'est super bien passé. Donc après, voilà, je lui ai dit on rentre, je lui ai pas menti, on était en train de rentrer. Mais dans 40 minutes. Non, ça durait 20-25 minutes. Okay, d'accord. Mais c'est vrai que c'est toujours des moments assez sympathiques. Donc... Ouais, c'est très beau, et pour voir un peu la finalité, le post-rêve de gosse, est-ce que tu vois l'impact sur ces enfants? Est-ce qu'il y a des retours? Tu as des anecdotes là-dessus? Alors je sais que quand on a fait le 20e, la première gamine qui avait été baptisée, qui était une malvoyante, était venue nous voir, c'était à Lyon. Et c'était assez génial parce que bon, elle avait avancé dans sa vie, elle avait 27, 28 ans, quelque chose comme ça, donc 20 ans après. Et elle se souvenait très très bien de son vol et alors
le vol n'a pas eu un impact direct sur son chemin de vie, mais en tout cas, c'était quelque chose qu'elle n'avait pas oublié. Bon, il y a le cas d'Enzo dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'est mis à avoir des résultats scolaires qui étaient très différents de ce qu'il avait auparavant. Après, pour avoir eu parfois des échanges avec des médecins, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas du tout adaptés à une vie scolaire standard, on va dire, ordinaire, comme celle qu'on a pu connaître. Mais le fait d'être plongé en immersion dans un groupe avec des enfants qui sont pas pareils qu'eux, ça les fait parfois progresser. Et alors, même si c'est un seul, de toute façon, ça vaut le coup. Mais c'est quelque chose qui est particulièrement gratifiant pour nous de savoir que, bon, évidemment, on voit les gamins qui sourient, on voit qu'ils sont heureux, on voit qu'ils sont contents, on voit que les parents sont contents aussi parce que souvent ils voient sourire leurs enfants et ça n'arrive pas souvent. Mais moi j'ai un souvenir quand on fait la visite du musée de l'air, une éducatrice me confie un enfant en me disant il ne faut pas lui lâcher la main parce que il a tendance à partir en courant. Et vous pouvez lui raconter des choses, lui parler, il va comprendre, il va vous écouter, mais de toute façon, il ne vous répondra pas. Je dis ok. Donc on est sur le tarmac du Bourget. Et le gamin, il pointe, pour ceux qui connaissent, il y a un Canadair jaune et rouge qui a un numéro 23, donc les fans de basket vont très vite comprendre de quoi je parle. Et le gamin, il montre l'avion et il me dit c'est l'avion de Jordan. Et moi, je comprends pas parce que le basket, c'est pas mon truc. Et il me dit mais c'est l'avion de Michael Jordan. Et en fait, son maillot était jaune et rouge avec le numéro 23. Et quand j'ai raconté ça à l'éducatrice, elle m'a dit, je vous crois pas, c'est pas possible. Et en fait, voilà. Donc oui, il y a des choses qui se passent. Et il y a des choses plus difficiles parfois, parce que une fois, il y a un enfant qui a lâché la main de la personne qui le tenait. Il s'est jeté dans les bras du pilote après le vol. Alors, c'était un enfant qui était chauve, qui avait certainement subi une chimio. Et il pleurait. Et mon copilote lui dit mais il faut pas pleurer, ça s'est bien passé, tu vois, t'as fait un vol et tout. Et il dit non mais c'est pas ça, c'est que avant j'avais peur du ciel et maintenant j'ai plus peur parce qu'on imagine que on avait dû lui dire que peut-être il allait y aller ou peut-être que certains de ses copains étaient partis. Donc c'est des trucs qu'on prend un peu en pleine poire, mais voilà, c'est des choses où une autre fois comme ça un pilote, c'était la première fois qu'il faisait le tour. C'était un jeune breveté en plus. Puis il vient me voir, il m'est arrivé un truc incroyable. J'étais avec 3 gamins dans l'avion, donc il y avait 2 polyhandicapés derrière qu'on avait installés avec leur fauteuil et tout. Et à côté de moi, il y avait un petit gamin, 9 ans, l'air tout tranquille. Et puis il les regarde, et puis sans vraiment me parler à moi, il dit bah finalement j'ai de la chance. Alors je dis mais pourquoi tu dis ça? Et il dit bah parce que moi j'ai 9 ans et j'ai eu que 2 cancers. Donc voilà, c'est des trucs quand même, où régulièrement on se prend des trucs en pleine figure et on a beaucoup de moments où on s'amuse bien avec les enfants. Moi je sais qu'une fois j'avais des malentendants et donc avec l'intercom et les casques qu'on leur avait mis, ils s'entendaient beaucoup plus fort que d'habitude. Du coup ils se mettaient à hurler. Et c'était un enfer parce que j'entendais pas ce que disait la tour de contrôle. Donc à un moment, j'ai coupé l'intercom. Donc en fait, pour ceux qui savent pas, on peut couper la connexion avec les places arrière. Mais comme ils s'entendaient plus, ils se sont mis à hurler encore plus fort. Donc micro ou pas, donc j'ai remis l'intercom. J'ai dit de toute façon, tant pis, c'est pas grave. Et voilà, c'est des grands moments toujours. Ouais. C'est une expérience. C'est toujours, oui. Que ce soit pour les enfants, pour les pilotes. Et ce que je disais tout à l'heure, j'ai commencé à dire, c'est que dans les bénévoles des équipages, donc on est tous occupés dans le village, tout le temps en fait, même si on vole pas, parce qu'on va faire voler 10 avions en même temps sur les 30, puis il y en a 4 ou 5, c'est les avions de l'organisation qui a priori font jamais de baptême, et on est occupé ailleurs si on vole pas, toujours. Il m'est arrivé un truc amusant, c'est qu'on avait le 0G qui était à Toulouse avec nous. Mon équipage était parti visiter l'Airbus 0G parce qu'il y avait eu une opportunité. Je leur avais dit, mais allez-y. C'était pas prévu que je vole et puis il y avait besoin d'un avion à aile haute. Donc on me dit, va chercher ton avion. Ouais. Et il y avait Jean-François Clairvoy, un astronaute qui était à côté et qui avait un peu participé à l'organisation de l'étape. Et je lui dis, bah, t'es occupé? Il me dit, non. Je lui dis, bah, viens avec moi, on accompagne les enfants. Et donc j'étais en train d'installer les 2 enfants à l'arrière, de sangler les ceintures. Et donc il tenait la main de celui qui allait être devant avec moi. Il aurait pu attendre ou lui demander comment tu t'appelles. Non, il lui a donné un cours d'aérodynamique, à lui expliquer, tu vois, elle est comme ça, et c'est pour ça que l'avion, il va voler. Et donc le gamin, il était passionné par ce qu'il entendait.
Et je crois que les parents, ils n'ont pas compris, parce que quand je leur ai donné la photo, j'ai dit, alors là, c'est moi, c'est le pilote, on s'en fout, mais le monsieur qui est là, avec le blouson bleu, il est astronaute, en fait, il a été 3 fois dans l'espace. Et donc, si votre fils vous parle d'aérodynamique ce soir, c'est normal. Ils ne pas s'attendre à ça, les parents, Non, en laissant leur enfant. Mais souvent, c'est vrai qu'ils nous disent, mais ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu sourire comme ça, parce que ils sont contents d'être en l'air. C'est toujours des grands moments. Des grands moments d'humanité, là, c'est vraiment le cœur. Tu penses Ah oui, pas c'est en devenant pilote privé que tu aurais Non, et puis c'est vraiment des un jour, trucs, moi je m'en lasse pas, quoi. C'est tout le temps. Et c'est une chance, en fait. Et puis en plus, quand je disais tout à l'heure, je me suis vraiment fait une bande d'amis liés à Rêve de Gosse, où parfois je me dis, mais en fait, lui je l'ai connu sur Rêve de Gosse, et c'est mon cercle proche. Tous, je les ai connus comme ça. Et je parlais tout à l'heure des pilotes handicapés. Dans mon équipage, il y a souvent une pilote sourde. Et moi, j'ai emmené des enfants sourds en vol. Bon, à part faire le signe du décollage, la langue des signes, je suis pas très fort. Et donc, ils étaient contents. Hein, on voyait, ils étaient souriants, mais il se passait rien dans l'avion. Et une fois, j'ai fait un vol dans un avion 6 places où moi, j'étais à l'arrière et où c'était donc Manon qui pilotait. Et il n'arrêtait pas de lui taper sur l'épaule et en langue des signes de lui dire, regarde, j'ai vu une vache, regarde, j'ai vu un train, regarde, j'ai vu un truc. Mais il lui disait pas, en fait, il l'exprimait en langue des signes, mais c'était fabuleux, quoi. C'est toujours des grands moments. Ça fait vraiment rêver, c'est génial, là, toutes ces anecdotes. Il y a des moments pas évidents. Non, il y a des moments où on en prend effectivement, plein la figure, mais... Grosse claque, mais c'est génial. Et du coup, s'il y a une autre question aussi du chat, c'était sur, t'en as un petit peu parlé, la limite pour les enfants, c'était de pouvoir, du coup, que le pilote... en fait, il y a en une limite d'âge, général, du coup, comment ça se passe? entre 6 et 13, 14 ans. Mais D'accord. après, c'est arrivé qu'on ait des enfants de 16 ans. Alors, il y a la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, les enfants qui sont au bon soin, on va dire, de la PJJ, ça peut être des enfants qui ont fait des petites bêtises, mais c'est souvent aussi des victimes. D'ailleurs, on n'a pas le droit de les prendre en photo parce qu'il ne faut pas que, éventuellement, des gens qui leur ont fait du mal puissent les retrouver ou savoir où ils sont. Et donc, ils sont dans une école d'application de cuisine. Parce que la cuisine, c'est un travail qu'on fait seul, mais qu'on fait en équipe. Donc, c'est une manière de les réinsérer aussi, de les aider à se reconstruire quand c'est nécessaire. Et ces enfants sont assez géniaux. Et en fait, nous, on a un partenaire pour le repas du midi qui est Pomona, qui nous fournissait des repas pour les collectivités. Donc, on avait des barquettes de carottes râpées, de taboulé, comme on voit dans les cantines. Alors, c'était très correct, hein, mais on mangeait un peu tous les jours la même chose, parce que sur 10 jours, en fait, quand il y avait quelque chose qui était mis en avant, c'est pareil dans toute la France. Donc, on se retrouvait avec les mêmes repas, le même fraisier... Et avec la PJJ, en fait, on fait livrer plutôt des ingrédients bruts. Donc à chaque fois, l'école régionale va déterminer un menu, va commander les ingrédients bruts à notre partenaire, et c'est les enfants qui vont nous faire à manger. Et pour eux, c'est la première fois en général qu'ils voient les gens qui consomment ce qu'ils produisent. Parce que quand ils travaillent, c'est dans des laboratoires pour fournir une collectivité locale, une mairie qui va faire un cocktail ou un truc. Et ils voient pas, en fait, les gens consommer. Et là, c'est eux qui nous font le service le midi. Donc, ils voient qu'on est content. Donc, pour eux, c'est hyper gratifiant. Et en plus, on les emmène voler après. C'est leur donne du sens complet à ce qu'ils font. Et là, en fait, il y a des enfants qui ont 16, 17 ans. Moi, je me souviens, une fois, il y en avait un qui faisait 2 fois ma taille, qui était à côté de moi. Il était terrorisé. Alors, j'essayais de lui expliquer comment ça marchait et tout. Mais c'était génial. Donc, il y a une limite d'âge qui n'est pas vraiment une limite d'âge. Parce que, voilà, c'est... Ouais, vous êtes en fait super flexible pour avoir oui, profil, mais parce que génial, vous mettez pas les gens dans des cases. Le but, c'est qu'on veut pas mettre les gens dans des cases, on veut pas dire non plus, quoi. C'est faut pouvoir gérer derrière, donc ça demande beaucoup d'investissement, etc. Mais le problème, c'est que là, dans les réunions des villes-étapes, alors je sais plus laquelle, et ça n'a pas beaucoup d'importance, il y avait une ville-étape qui avait du mal à trouver les enfants, qui était un peu court, et puis finalement, ils en ont trouvé suffisamment. Et il y en avait une autre, ils avaient arrosé large, et tout le monde a dit oui. Donc ils se retrouvaient avec trop d'enfants. Et le problème, c'est qu'on a un nombre d'avions qui est donné. Il faut aussi que la journée, elle ne se finisse pas à 23h. Et donc on est obligé de mettre une limite au nombre. Mais en gros, sur cette étape-là, on sait toujours qu'il y a des gens qui ne vont pas venir. Que sur 180 enfants prévus, on en a 175, 170. Et on essaye de faire en sorte que ça fonctionne et on ne veut pas laisser les enfants sur le carreau. On a un aléa, c'est la météo. C'est arrivé 2 fois en 29 ans qu'il y ait des étapes annulées. Alors la première fois, c'était au tout début. Il n'y avait pas l'organisation qu'il y a actuellement. Donc il y a une étape qui ne s'est pas faite.
Et la dernière fois, c'était en 2017, je crois. On devait aller à Cholet, on était coincé à Beauvais, mais c'était impossible, vraiment impossible. Et on est retourné à Cholet au mois de septembre et on a trouvé 10 équipages qui étaient volontaires hors du financement du tour parce qu'il fallait faire l'aller-retour et faire les baptêmes, et on a fait les baptêmes pour les gamins, quoi, voilà. Ce qui était compliqué parce qu'en plus, ils n'étaient plus dans les mêmes classes, donc c'était compliqué de les déplacer et de les retrouver, mais on s'est débrouillé. Vous avez pu aller jusqu'au bout. C'est beau. Et quand il y a un problème météo, on a plein de solutions. C'est-à-dire que si on sait, nous, pilotes, que la météo, quand il y a des gens qui disent oui, ils ont encore dit qu'il allait pleuvoir et puis il fait beau, ils sont encore gourés, la météo se gourre jamais, sauf que parfois ça glisse de 30 ou 40 km. Et donc nous, on sait la veille si vraiment ça va être merdique le lendemain. Donc l'organisation va faire partir 5-6 avions avec des pilotes un peu aguerris pour assurer l'étape, parce que le soir, on sait que ça passe. Puis, mais en même temps, on veut pas tous partir le soir, parce que les organisateurs, on va pas les planter pour le dîner, ça se fait pas non plus. Et on envoie des précurseurs et qui vont être en forme pour faire le vol du lendemain. Et puis les avions arrivent quand ils arrivent. Le pire, c'était une année où on a été coincé à Romans-sur-Isère. Donc on a fait partir, parce qu'on a des pilotes IFR et des avions IFR, donc on a fait partir 4-5 avions, plus l'avion de l'armée de l'air qui permettait aussi d'accompagner tout ça. Et puis quand on a vu que vraiment ça passait pas, on a envoyé tous les gens qui servaient à rien dans les avions. Donc on gardait 2 personnes par avion. Et le 3e, il partait en minibus, grâce à un partenaire qui est Europcar, qui nous a fourni les bus pour pouvoir aller d'une étape à l'autre. On est resté 2 jours à Romans. Finalement, on a réussi à monter jusqu'à Mâcon. Là, la solidarité de l'aviation, il y a un responsable de l'aéroclub qui connaissait un des pilotes, donc ils nous ont ouvert leur clubhouse pour qu'on puisse rester sur le terrain et attendre que ça se lève. Ça a duré 2 jours. Et donc, je la salue, je me souviens pas comment elle s'appelle, mais la responsable de l'aéroclub, qui était en même temps une chef de cabine Air France. À un moment, j'étais à côté d'elle en train de discuter, elle reçoit un message sur son téléphone de son mari qui lui dit « Mais putain, ils sont toujours pas partis !» Et on est arrivé le 3e jour à l'étape qui était à Melun. D'ailleurs, on était accueillis par Christian Amara, dont vous avez parlé tout à l'heure, entre autres, et Rêve de Gosse Île-de-France aussi. Moi, je suis arrivé à 18h, donc tout le monde était parti, et puis après, la caravane a repris son cours. Mais oui, parfois, c'est compliqué. Et puis, dans l'organisation, on a une responsable de l'hôtellerie. Il faut trouver des chambres pour 15 personnes ou 20 personnes. Finalement, ce n'était pas prévu. Il faut trouver un resto. Il faut annuler une partie des chambres et des repas sur l'étape où on n'est pas. Enfin, c'est... je pense qu'on a tous compris qu'il fallait être vraiment très investi et très motivé et croire vraiment en ses valeurs pour tenir la logistique, parce que c'est sacré dossier. Totalement. Bah écoute, je sais pas si le chat a encore des questions, mais c'est des belles paroles. Merci beaucoup. C'est génial. Qui vraiment nous transmettent des leçons de vie. N'hésitez pas dans le chat, t'es encore avec nous quelques temps pour encore les prendre. Je crois qu'on nous a préparé un peu d'autres choses, Alexandre. Alors j'ai une petite chose dont on voulait parler, puis exactement. C'est un peu passé. Je voulais conclure là-dessus. Par rapport au Bourget. On a parlé du Bourget. Et en fait, la boutique du pilote, nous, on a besoin d'une 30aine de personnes. Alors, ce sont des contrats entre 2 semaines et 6 semaines pour faire la préparation et puis pour assurer le salon. Donc, c'est payer le SMIC, mais en même temps, il y a la prime de précarité. En même temps, il y aura des primes sur objectifs, mais le premier objectif, en général, il est relativement aisé à atteindre. Et donc, vous pouvez envoyer vos CV à direction@boutiquedupilote.fr. Et on attend vos candidatures avec plaisir. Donc tous ceux qui ont envie de passer passer la la semaine... semaine... 18 ans. 18 ans. C'est la seule contrainte ? Il faut être motivé. Oui. Donc tous ceux qui sont motivés, qui veulent voir le salon du Bourget de près parce que, et en participer plus, à quelque chose. Dans chaque boutique, il y a 2 équipes. Donc ceux qui arrivent à 8h peuvent partir à 15h, donc profiter du salon. Et ceux qui arrivent à 14h pour finir à la fin de la journée, ils peuvent arriver plus tôt le matin s'ils veulent profiter du salon. Donc, belle opportunité pour les passionnés qui voudraient... Dans des conditions un peu privilégiées. Ouais. Parce que j'ai une amie journaliste et puis on discutait. Et puis je lui disais, ah oui, on peut pas faire des badges pour la terre entière, mais je lui dis, mais si tu avais eu besoin éventuellement. Elle me dit, non, mais j'ai ma carte de presse, moi tu sais, je passe devant tout le monde. Et on arrive au salon, et comme nous on fait partie de l'organisation, donc moi je vais dans la file organisation, et il y avait personne. Et elle, la file journaliste, c'était le premier jour, il y avait à peu près 200 mètres de file d'attente, et je lui dis, tout à l'heure. Salut. Voilà. Donc oui, c'est dans des conditions bien particulières. Eh ben, je resterai réactif parce qu'on a le mail qui était affiché juste ici. Bah écoute, merci Albert, c'était un plaisir vraiment poignant.
comme interview. Désolé pour les quintes de tout. Non, mais- Non, mais ça a pu apprendre C'est les beaucoup de aléas du choses et direct. découvrir à quel point c'est une belle aventure humaine. Exactement. T'es vivant, c'est le plus important. Exactement. Et Eh ben- vivant pour ton super quiz en plus du coup. Totalement, hein, je bascule. On va vous faire un petit quiz. On peut dire qu'il est traditionnel comme la revue de presse maintenant. Alors, c'est un quiz question pour un champion, non, question pour un avion. Qui veut gagner un avion? Deux variantes. Donc, je vais vous poser 10 questions. C'est des questions à choix multiples. Il y aura une seule bonne réponse parmi les 4 propositions. Ça va être une difficulté qui va augmenter au fur et à mesure des questions. Donc j'espère que vous êtes prêts. Donc Albert et Antoine, vous participerez sur le plateau. Moi je vais poser les questions. Et le chat, vous, juste ici, vous participerez. N'hésitez surtout pas à répondre. Donc réponse A, réponse B Je dans le surveille chat, le chat. pour voir qui a eu bon ou pas. On tient les comptes, vous en faites pas. Et ben écoute, je parti pense qu'on peut partir pour la première question. On a C'est une question assez simple. le chat. On commence light pour voir qui suit pas. Quel est l'instrument utilisé pour mesurer l'altitude d'un aéronef? Réponse A, un altimètre. Réponse B, un variomètre. Réponse C, un anémomètre. Réponse D, un accéléromètre. Bon, Question moi j'ai la ça va. réponse. Pilotage. Vous l'avez toutes les deux? Le chat là aussi. Donc Oui, ça devrait aller. le A. Réponse A. Ok, bonne réponse. Donc c'était bien un altimètre. Je Bon. sens que ça va être dur d'un coup. Vous a- Ça y est, là tu Vous nous as avez, mis- vous avez l'air d'avoir compris les règles. On peut passer à la deuxième question. Oh, tout le monde a bon dans le chat. Et Que des c'est- passionnés c'est- d'aéro. c'est fou. Et là, ça va se corser. Là, ça commence à se corser. Pour J'ai ceux la réponse. qui n'ont pas la réponse. Je l'ai. Donc, Mm. combien de portes y a-t-il sur un Piper PA28? Réponse A, 1. Réponse B, 2. Réponse C, 3. Et réponse D, 4. Donc, Piper PA28, avion 4 places, produit par Piper Aircraft, constructeur américain. Que... Eh ben, je vole aussi sur PR28. Donc, Bon, bah, j'imagine réponse que A, réponse réponse A A. pour tout le monde. Même si on peut. En C'est tirant pas par les considéré comme cheveux, une porte. C'est pas il y a- considéré comme Ouais, une mais on porte. peut y passer. Ah, Ah, Tu moi, peux y je- passer, mais c'est pas une porte, c'est plutôt Oui, c'est une une trappe. Voilà. On est d'accord. J'ai fait gaffe, j'ai quand même regardé mes petites définitions pour être sûr que je faisais pas n'importe quoi. Donc c'est bien la réponse 1, réponse A. Et ben écoutez, vous êtes on a plutôt bon. Ryanair West qui fait peut-être une rêve que je n'ai pas 2 portes. Demande à Hassen. Ok, d'accord. Ben écoutez, on va passer à la prochaine question. Donc pour le moment, vous arrivez à suivre. C'est bien, le Ouais. chat, tout le monde est actif. Très On va- réactif. On va devoir corser On un peu plus la difficulté. Donc troisième question. Quel est le call sign des Canadair dans la sécurité civile? Donc ça, c'est une petite question pour faire écho au dernier, avant-dernier live Flight Sim. Moi j'ai la sur réponse Canadair. aussi. Hein. Réponse A, hippocampe. Réponse B, pélican. Réponse C, dragon. Réponse D, minotaure. Antoine, je pense qu'il va plus galérer. Bah, Ouais, moi, moi j'ai je la sais que réponse. les dragons, c'est les hélicoptères. Pour moi, de la sécurité Peut-être. civile. Peut-être pas. Et donc, je trouverais ça drôle que ce soit pélican. Je vais dire pélican parce que c'est très drôle, mais c'est peut-être C'est la pas bonne ça. réponse. C'est la bonne Exactement. réponse. C'est bien la réponse B, pélican. Et le chat avait la B aussi. Sur- bravo. D'ailleurs, suivi du il numéro. y avait une des bases des Canadiens qui s'appelait le Pélicandrome. Ah ouais, Sympa. pas mal. Très sympa. Donc effectivement, dans la sécurité civile, ils savent bien s'amuser. C'est entre imagé, c'est très dragon, imagé. pélican, Franchement, ouais. Eh ben écoutez, on passe à la prochaine question. tout le monde dans le chat avait bon. Bravo à vous. Je pense Continuez que de j'ai fait répondre. un quiz un peu trop simple. Là. J'ai l'impression que vous avez un haut niveau. J'aurais dû me challenger pour aller. On va vous- pleurer la prochaine question militaire, pas de soucis. Peut-être. Donc nouvelle question. Lequel de ces modèles de 737 n'est pas un 737 NG, donc nouvelle génération? A, le 737 600. B, le 737 700. C, le 737 900. Et D, le 737 1000. Donc ce sont tous des 737. Déjà, vous avez cette indication. Mais lequel n'est pas un NG? Est-ce que vous avez une idée? Ça, c'est une question plutôt airliner pour Joris. Est-ce que Joris a la réponse déjà? Ok, donc ça, c'est la bonne. Moi j'hésite entre deux. Ok. Moi aussi j'hésite. Alors moi j'hésite entre la C et la D. Si je me demande si la D serait pas que le Max et pas un NG. Pourquoi tu me regardes? Je ne vais pas Ouais, révéler ouais. d'informations comme T'hésites ça. entre quoi, Albert, t'hésites. Moi j'hésitais entre la A et la C. Ah, Donc il y en a une en commun entre vous deux déjà, c'est la C. Est-ce que vous... moi je vais rester sur la D. Tu vas te tenter sur la D? 737 000, Ok. je vois pas un NG, Albert, tu- Moi je dirais la A. La A? Alors, D'accord. attends, le chat qui répond quoi? Attends, faut que je fasse le tri dans qui a répondu quand.
Je crois qu'on a un peu de tout. On a B, C, D. B, C, on a D, 2 ok. personnes pour la D. Eh ben, écoutez, les 737 NG, c'est le 737 600, 700, 800 et 900. Donc la bonne réponse, c'est la 737 1000 Ok. qui n'existe Ah, pas. Oui. Bon, la différence, c'est les tailles, un peu comme la famille des 320 qui va du 318 au 321. Là, on se rallonge petit à petit. Et le tiré 1000 n'existe pas. Alors, on a le Max 10 Voilà, qui c'est ce que j'avais en existe tête. pour la série des Max, mais donc c'est plus les NG, c'est carrément plus récent. Mais voilà, donc certains enfin le 800 c'est le plus connu parce que c'est ce que la plupart des compagnies, grosses compagnies ont. Mais voilà, faut savoir que d'autres variantes existent. Mais en termes de taille, du coup, un Max 9, c'est à peu près un 737-900 ou pas trop, je me rends Il me pas semble compte. que j'ai pas tous les ordres de le grandeur. Max 9 c'est un 800 et le Max 10 j'aurais dit c'est un 900. Après Ok. à demander à la VAR. Dans le chat, si vous voulez faire une petite recherche, n'hésitez pas. Exactement. Bon bah prochaine question. On va Ça changer- s'est corsé là, hein, d'un coup. Ouais, on change de dimension, on part dans le spatial. Question plutôt histoire. Avec quel vecteur Jean-Luc Oh, c'est Chrétien facile. devient le premier Français à aller dans l'espace? Réponse A, Soyuz. Réponse B, Discovery. Réponse C, Atlantis. Et réponse D, Hermès. Donc ça, c'est une question. Tu dois l'avoir parce que, Moi, je l'ai. voilà, t'étais né, tu l'as vécu. Antoine Et ne puis, l'a je l'ai probablement et pas puis, J'ai vécu. une anecdote avec lui très Ah ouais marrante, oui. Ah bah moi je suis Ah curieux bon. d'avoir l'anecdote avant que je donne ma réponse comme ça. Ah bon T'as aucune idée? Pour moi c'est... Bon, déjà, il y a une réponse qui est Non mais je pense éliminable. que c'est... Bah oui, Bah oui, parce pas qu'elle Hermès. n'a pas Bon. existé. Voilà. Non, moi C'est- je pense quand même, j'aurais quand même dit Soyuz, mais peut-être Ouais, pas ouais. du tout. Moi je dirais Bah, c'est Soyuz. pas mal, Soyuz. Ouais. Ah Dans ouais. le chat, ça répond quoi? Dans le chat, ça répond... Oh, tout le monde dit A. Bon, et On a ben, ça 5 part sur personnes qui Soyuz. répondent. Et ben, bonne réponse, c'est bien Soyuz. Bon, L'anecdote quel- maintenant. sur le, en fait, c'est pour parler de la boutique du pilote. On est très très polyvalent. Et à l'époque où j'ai commencé à la boutique du pilote, j'étais à la boutique de Toussul-Noble. D'accord. Alors j'étais allé à Oshkosh et j'avais rencontré Manolo Chrétien, qui est le fils de Jean-Loup, qui est un grand photographe. Et d'ailleurs, ses photos sont exposées dans le salon d'Oran. Et je vois arriver Jean-Loup Chrétien, bon, qui me connaît pas, mais évidemment, moi je le reconnais. Avec son épouse, ils venaient de se poser avec leur Bonanza à Toussus. Et je l'entends qui dit, oh là, je vais aller à Nangis, ça fait une éternité que j'ai pas fait de vol VFR, je sais même plus comment on fait, faut que je m'achète une carte, machin. Donc moi je l'entends, donc je sors la carte région parisienne. Et je lui dis, je vous ai entendu, mais si vous voulez, je peux vous montrer, parce que je connais bien Nangis, il y a une usine à côté, c'est un bon point de repère. Et donc, il me dit, je peux noter. Et donc, on est en train de tracer la route de Jean-Loup Chrétien sur la carte VFR de l'Île-de-France. Donc, je pense que sur cette planète, et je pense qu'il me pardonnera de l'avoir raconté aujourd'hui, je dois être un des seuls êtres humains à avoir un jour tracé sa route sur une carte aéronautique à Jean-Loup Chrétien. Ah, c'est sympa. Et en fait, il m'a remercié. Il m'a dit vraiment, c'est sympa, merci. Et puis je lui avais dit que je connaissais son fils. Je lui ai dit non, mais me remerciez pas parce que moi, cette histoire, je vais pouvoir m'en servir toute ma vie. Et donc, on avait rigolé avec ça. Voilà. Bah écoute, c'est une Belle belle anecdote. anecdote, ouais, en lien avec la question. Alors juste pour faire écho aux réponses, donc c'était bien Soyuz, le tout premier. Alors je chope juste peut-être. C'est le numéro. Donc c'était Soyuz T7, si vous voulez la mission exacte. Sachant que Discovery, c'est Baudry qui avait fait son vol dessus. Et Atlantis, c'est Jean-François, non? Alors Atlantis, Jean-François et Et Michel pardon. Tonini Et Jean-Luc Chrétien aussi, Ah oui. dans cette Ok. émission plus tard. Alors, Michel, c'est possible, Je j'ai suis pas pas l'intention. sûr. Hermès, malheureusement, Personne. personne n'a eu cette occasion. Sauf Même si on l'a, a- ce magnifique Hermès, alors visible à l'écran sur la caméra. Mais on aura peut-être du mal à aller dans l'espace avec, malgré Ah bah, aujourd'hui, la ça va être fidélité compliqué, de cette réplique de notre studio. Et ben écoutez, je propose de passer à la prochaine question. Le chat, bravo à vous, hein, vous êtes vraiment très fort ce soir. On compte sur vous pour les dernières questions toujours compliquées d'Alexandre. Je récupère mes notes. Et ben écoutez, prochaine question. Là, on est sur du militaire. C'est Ça, facile. Le Transal est issu d'une coopération. Laquelle? Réponse A, franco-turque. Réponse B, franco-britannique. Réponse C, franco-allemande. Et réponse D, franco-française. Moi, je sais. T'as Antoine toutes les bonnes réponses, hein, t'as fait. Non, juste non, il y en pour a mettre une que j'avais pas, c'est celle du 737. Ça m'a énervé. D'ailleurs, il va commander tous les bouquins à la boutique du pilote 737 pour être sûr. Moi,
Moi, je dirais Quelle idée B ou C, mais... BOC, d'accord. Non, mais moi, mon frère bosse chez Airbus, donc je suis Ah. Airbus à fond. Tu connais le sujet. Est-ce que le chat devine Attends, déjà, je dirais quand même réfléchir. Bah, B ou C, mais je vais quand même peut-être... Allez, je vais dire C. On va voir ce que ça donne. Eh ben, t'as- 5 personnes qui disent C, donc... T'aurais Oui, dit oui, moi, C. genre, c'est évidemment. c'est oui. une bonne réponse, Ok. c'est bien franco-allemand. La coopération franco-allemande avec Transport Alliance, qui est le consortium entre Aérospatiale et Messerschmitt, Ok. voilà, avant que ça devienne plus tard Airbus. Et effectivement, le Transal et puis le Transal NG, avion de transport bimoteur, qui n'est plus d'actif malheureusement dans les armées françaises et allemandes. Mais, Quelle année l'entrée en service? Ouais, c'est les années 60. Fin des années 60, 70. Ouais, hein. c'est ça. Ok. Enfin, premier vol peut-être fin Peut-être des années 60. 60 et il faut à vérifier. Ok. Pareil, le chat, si vous voulez vérifier pour nous donner la bonne On réponse, va leur compte sur demander vous. de faire le fact-checking à chaque Ouais, fois. exactement. Bah écoutez, bon, vous en sortez bien. Il va falloir corser quand même. Là, je pense qu'on va passer un cap. Prochaine question. Quel avion fêtera cette année les 20 ans de son premier vol? On en parlait là juste à l'instant des premiers vols. Réponse A, le F-35 Lightning. 2. Réponse B, le Rafale. Réponse C, la 380. Et réponse D, le 787. Le Boeing 787 Dreamliner. Le Rafale, c'est plus vieux. Ouais, c'est... Le F-35, je sais pas. Moi, C'est j'ai... F-35 ou 787. ou je dirais. 787, Ouais, j'ai mis ouais. les 380 et Rafale aussi. Non, le 380 Rafale, Ouais, c'est plus vieux Je que suis ça. d'accord. Le F-35, ça pourrait, hein. Peut-être. Le 737. Ouais, non, je dirais le F-35 parce que le 787 quand même. Ouais, c'est. Ça part sur F-35 ici. Moi Ouais. aussi, je vais rester Le là-dessus. chat, Eh ben, alors attention, je pense que on a des réponses sur la C. Sur la C, Donc, ok. non, bah oui, si, la C. La C, ok. Et 1967 pour le Transal. Merci à Ok. Ryanair Airways. Bon, nickel. Et effectivement, c'est la réponse C. C'est le 380 380 qui est Ah arrivé oui. en 2005. 2005 seulement. 2005. Ah, je voyais ça plus vieux que fait ça. presque mal au cœur. Alors, j'ai les petites dates ici. Le 380, c'est le 27 avril 2005. Si on part sur le F-35, alors, parce que tout est interprétable. La version X F-35, qui est le démonstrateur, a volé, elle, le 24 octobre 2000, donc 5 ans plus tôt. Mais Ah. le premier F-35 de série, lui, a volé le 11 juin 2008 pour la première fois. Côté Rafale, pareil, il y a la différence entre le démonstrateur et le Rafale. Le démonstrateur, lui, c'est le 4 juillet 86. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus vieux. Et le Rafale C, le premier a volé le 19 mai 91. Oui, mais c'est Pour ce beaucoup. qui est du 787, lui, c'est effectivement plus tard, le 15 décembre 2009. Ok. Donc voilà, on va fêter pour ce salon du Bourget les 20 ans du très gros 380. Ah ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est vrai que 2005, je m'y attendais pas. D'accord. Bon, ça veut dire que les questions commencent à se corser là. C'est bien, Alexandre. Et on avait quand même une bonne réponse dans le chat. En fait, Ouais, il faudrait que ils je sont- triche, ils sont que forts, je donne ils pas sont ma réponse avant de regarder. Ce serait plus simple. Écoutez, prochaine question. À combien d'avions évoluait Ouf. la patrouille Breitling? Réponse A, 5 appareils. Réponse B, 7. Réponse C, 9. Et réponse D, 11. J'ai encore un très bon souvenir quand je les avais vus en patrouille de France et patrouille Breitling au meeting de Dijon. Ah, sympa. Place de Languic. C'était en quelle Ils année étaient combien? 2017, 2018, 2016, 17 Dans ces Un eaux-là. truc comme ça. Ah, une Meeting de France. grosse question. J'essaie de me rappeler une image. En plus, on a eu une news, on en a parlé il n'y a pas si longtemps avec Ouais. le rachat Ouais. d'Apache Aviation. Je dirais 7. Ouais, je dis 9, comme ça il y en a un des deux. Allez, Ah bon. et le chat dit la B, la A. Donc ça hésite. Bon, la bonne réponse, c'était bien 7. Mhm. Donc ils sont 7 appareils dans la patrouille Breitling, 7 L-39. Donc Ils voilà, étaient plutôt. Ils étaient, effectivement. Pardon, Bon, maintenant c'est c'est 7 malheureusement. Babcock. Et Et voilà, on les voit en photo juste ici avec les fumis au-dessus des Alpes. Ça, c'est photo très sympa. Donc, bon, vous aurez l'info maintenant. qui était la seule patrouille civile sur Civile jet sur au jet, monde exactement. pendant de nombreuses Ouais. années.
Eh ben écoutez, peut-être question 8. Monsieur Potelin, c'est ça? Oui, Jacques Boitelin. Ça, tu as un bon souvenir des revues de presse. J'avais volé à l'époque où ils cherchaient, après la patrouille Martini, ils étaient sur PC7 Ouais. et ils n'avaient pas de sponsor pendant une année ou deux et ils proposaient des vols en fait. Donc j'avais fait un vol en passager, en patrouille, c'était assez Ah, chouette. c'est sympa. Hein. Ouais. Eh ben écoutez, prochaine question, la question numéro 8. On commence à toucher à la fin de ce quiz. Apparemment, c'est la question 9, je ne sais plus compter. Dans le film La Grande Évasion, quel grade possède le pilote interprété par Steve McQueen? A. Capitaine. B. Lieutenant. C. Colonel. Et D. Général. Film culte, mais film vieux. Qui dit film dit Antoine ne l'a pas vu. Exactement. Est-ce que tu as une idée, Albert? Moi je dirais colonel, Ok. mais sans certitude absolue. Pour être tout à fait honnête, je Ouais. le vois plus colonel, ça colle plus avec l'histoire. Ouais. Le chat nous dit que c'est colonel, donc. Mais moi, je- c'est loin. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu? Oui. Trop longtemps d'ailleurs, Trop je vais peut-être le regarder ce soir en rentrant. On a des personnes qui sont surprises dans le chat que tu connaisses un vieux film. Ah, Sache que tu surprends encore Je de- surprends de- encore des gens. Les Bah spectateurs. écoutez, c'est la réponse. Je l'ai révélé maintenant pour tout le monde. La réponse A, Ah oui. capitaine. Eh ben, Effectivement, ça paraît pas forcément tout de suite visible, mais capitaine. Pour faire écho, pour les moins jeunes, enfin les plus jeunes que les moins jeunes, qui n'ont pas connu ce film à sa sortie, on a notamment la scène où le grade est important parce que Steve McQueen exprime « je suis capitaine » pour faire opposition. Elle est reprise Oui, c'est aussi vrai, en dans Once Upon a Time in Hollywood et jouée par Leonardo DiCaprio. oh là là. Donc ça c'est sympa aussi. Et bon, Donc, ça c'est tout rappelle l'historique, là, Alex. la scène. Mais voilà, il était capitaine. Question tricky, mais vous l'avez. On peut passer à la dernière question qui est tricky aussi. Parce que lequel de ces avions a déjà eu un moteur avec post-combustion? Réponse A, le DC-3. Réponse B, le Super Étendard. Réponse C, le Falcon 20. Et réponse D, le B-52 Stratofortress. 4 appareils. C'est pointu là. Ah, Là, là, du coup, c'est un on va chercher très prototype, un essai de moteur. Ils ont moi bien je ne mis, dis pas, il y en a qu'un seul parmi les 4. À vous de trouver. Après, ils sont tellement audacieux chez Dassault. Ouais. Je les vois bien tenter le truc. Après chez Dassault, il y en a 2. Hein. Non, moi je parle du Falcon. Pardon. Ouais, moi D'accord. j'aurais bien mis sur un Falcon remplacer un des moteurs pour tester je sais pas quelle techno, je sais pas quelles conditions. Ah ouais, Bon, Une des super C3, c'est étendard, super. non. Parce qu'il aurait quoi, 5 minutes de vol, donc... Après, c'est une version que tu mets sur une base aéronautique navale. Ouais, non, moi je Faire la pars sur le protection. Falcon. Allez. J'aurais Tu pars sur ça aussi Falcon après aussi sur un B52, remplacer un des moteurs et mettre pour tester. Mais bon, ça s'y prête. Je dis ça, je dis rien, mais sur B52, ils ont changé les moteurs il y a pas longtemps. Enfin, ils ont fait un contrat de Ouais, ok, renouvellement. t'essayes de nous Ah, la mettre mais- à l'envers là, Alexandre. Pas forcément, je peux peut-être essayer de vous aider. Alors attends, le chat nous dit quoi? Eh ben, le chat tente la C. La C aussi, il reste sur Falcon. Donc Ouais. tout le monde part sur Falcon. Euh, Est-ce qu'on va conclure ce live, peut-être pas le conclure, mais ce questionnaire, ce quiz sur une bonne note? Eh bien Yep. écoutez, il y a peux vous dire peut-être une que- B aussi dans le chat. je peux vous sais dire pas que si oui. c'était quoi. c'est le Falcon 20 qui Waouh. a la post-combustion ici en image, c'est pas Ah, que au sol, incroyable. en vol. Et ouais, c'est assez fou. C'est C'est même pour pas être Dassault chauvin, mais Aviation c'est quand même qui- un de nos constructeurs. Mais là, il a une déco américaine. eh ben, il est dans les US Coast Guard, donc c'est même pas Dassault qui s'est dit bon on va tester, c'est les US Coast Guard qui ont testé de modifier un seul moteur avec post-combustion, l'autre reste totalement Ça devait être un peu dissymétrique, non? un tout petit peu, bon il y a du pied à mettre, mais c'est Ils ont pas assez froid aux yeux, impressionnant. C'était dans des missions de lutte anti-drogue, ils utilisaient effectivement ce boost pour aller beaucoup plus vite, aller accélérer. Et, bon ça a été abandonné, mais ils ont eu l'audace de le faire, donc on a cette image, cette archive assez impressionnante. Donc voilà, Un Barricil le Falcon avec, 20. C'est ça aurait été pas mal. Hein. mais Falcon 20 qui est un des seuls jets à avoir eu, qui est Ok. même probablement le seul jet à avoir eu un moteur avec post-combustion.
Enfin, jet privé, bien sûr. Ouais. Parce que Sinon, on aurait des problèmes pour la permanence opérationnelle. Écoutez, merci d'avoir répondu, que ce soit dans le chat ou vous deux, à ce quiz. Non, mais Merci c'était à bien toi pour amusant. ces questions, hein, c'est toujours très varié. Un peu moins de militaire que d'habitude, du coup c'était un peu plus facile. Tu nous as mis T'inquiète en pas, je confiance. reviendrai encore plus... Je boycotterai les prochaines officieux. émissions. Je alors, te si dirai tu- des trucs en off tout à l'heure parce que j'ai des questions marrantes. je auxquelles prends. tu peux- Je vais ouvrir une adresse mail Ah, pour qu'on m'envoie toutes les idées de questions. Bah écoutez, Eh ben, merci. je vous On peut propose- passer. Au challenge atterrissage, rapidement. Exactement. On On a a donc préparé le setup que tu utilises quand tu fais tes émissions en live. Les jeudis où il n'y a pas d'émission comme ça, fait que ton Flight Sim Odyssey. On a le setup, on va pouvoir tester les compétences de notre invité en pilotage, c'est ça? exactement, Albert, On t'es a pas pilote fait privé. rigoler. C'est effectivement, alors on fait l'installation. Effectivement, Je- c'est le nouveau petit format introduit pour Ground Frequency. On l'a initié avec Anne Labbé qui était pilote démonstratrice et qui est venue ici sur le plateau chez Elixir. Donc on va poursuivre ce petit format avec toi. Donc On est en train d'installer la télé, les C'est ça. jeux, les commandes joystick. Albert a les etc. commandes en face de lui. Je vais pouvoir tout briefer. Je récupère juste le matériel. Et puis, on va vous briefer sur la situation pour que vous ne soyez pas perdus derrière l'écran. Attention, ça demande un petit changement de plateau, mais pour ceux qui auraient des références Top Gear, on va avoir notre équivalent désormais dans Ground Frequency avec un rapide switch Joli de plateau. course. L'invité qui se prépare. J'espère que Albert, tu as hâte de tester. Est-ce que tu as déjà testé la nouvelle version de Flight Simulator ou pas encore? Ah, donc Ça c'est fait Donc c'est très, une très première. longtemps que j'ai pas fait du Flight Simulator. Eh ben, écoute, c'est l'occasion C'est- pour toi de. c'est ce que de j'allais tester. Je pense que je me suis posé à Courchevel il y a moins longtemps que. Pourtant, ça fait longtemps que j'ai touché. Donc tu connais l'environnement, tu un seras pas petit peu. perdu. Ok, je brief rapidement. Donc tu on seras arrive en en- finale. En DER 400, t'es en étape de base, Base. pardon. Mhm. Donc va falloir faire ton virage 90 droite assez vite. Mhm. Donc t'es en DER 400 biplace 100 chevaux pour te donner un peu les référentiels, la vitesse d'approche, t'es dans l'ordre des 120 km/h. 100 Donc, chevaux en montagne. Ouais, Oui, c'est il faut ambitieux. mettre la patate. C'est ambitieux. Mais c'est là le challenge. Et donc tu vas avoir la piste, tu auras une petite zone de marquage. L'objectif c'est de te poser sur cette zone-là le plus gentiment, doucement possible. Donc voilà, est-ce que tu es prêt? Est-ce que Bah, écoute, tu es prêt à relever ce défi? Acceptes-tu cette mission? Mais oui. Je sais qu'à chaque fois on galère, peut-être dire où sont les crans de volet sur le. Ok, la manette. je les mettrai dans le pire des cas si tu... Voilà. C'est quoi? C'est Alors là. là, c'est juste en dessous. Voilà. En appuyant un coup dessus, tu auras les deux crans de sortie. Sachant que... Un coup dessus, ça sort les deux crans. Alors, un coup sur le plus bas, ça sort les deux crans parce que tu as déjà un cran quand tu commences. D'accord. Donc Avec 100 chevaux, j'ai déjà un cran. voilà, tu es dans ton cockpit de DER 400. Pas forcément ce que j'aurais fait. Hein. Donc on est parti là. Ouais, exactement. Là, tu es à la moitié de tes gaz. Je donne juste l'indication parce que je n'avais pas donné à Anne. Si tu vires à droite, tu vas voir Courchevel. Et le palonnier, il est où? Alors, c'est sur l'axe. Alors, D'accord. je me dis Ah. qu'il y a peut-être un truc débranché. Non, il y a un truc qui va pour. Peut-être aller Sinon, voir sur le. ouais, si jamais tu as l'occasion, Il y a une prise là qui se balade. ça peut effectivement être... Non, c'est pas celle-là. Bon, vous allez juste voir un DER 400 divaguer à l'horizon. Est-ce que là il se passe? Il se Ah oui, passe, bah effectivement, c'était pas branché. Non, il doit y avoir à l'arrière À un l'arrière, branchement. Ouais, un branchement qui se balade Et tout donc seul. tu dis le palonnier, il est comment? Donc, si tu Ah oui, vas comme ça. faire du lacet, exactement. D'accord. J'arrive. Hein. Et donc c'est le deuxième bouton pour les volets. Le plus bas, exactement, Celui-là. c'est ça. Ça doit être bon. Dans le pire des cas, je verrai, il y a le voyant volet juste là. C'est bon. C'est bon, t'as les contrôles? Allez. Est-ce que Mais tu veux alors, du coup, recommencer ou tu te je sens... ne sais pas du tout où je suis. on est en IMC. Bon, attends, si tu veux, je te fais recommencer, ça va être Ouais, plus ouais. rapide. Redémarrer. Petit challenge comme ça. Juste un petit branchement, on a fait un changement de plateau presque parfait. Il manquait juste les commandes pour piloter l'avion. J'ai Franchement, perdu les voilà. on va pas donc, commencer à chipoter non plus. Niveau vitesse, tu les as juste là. D'accord. Bon, tu connais le reste de tes instruments. Ouais, mais Si- je vois pas où est la piste du coup. Elle est à droite. Donc là, t'es en bas, il faut que tu vires. Je vais te guider. Une
fois qu'on l'aura en visuel. Elle Elle est est juste... là, Peut-être ouais. plus l'habitude de l'hiver, c'est ça? Oui, c'est moins blanc que d'habitude. C'est vrai que c'est pas en temps réel, hein, à mon avis, en ce moment. Enfin, j'espère en tout cas qu'ils ont un petit peu Oui. plus La de neige pour les vacances scolaires. elle est correcte, hein, elle est affichée. Ouais, là t'es à 200 km/h. Ok. N'hésitez pas dans le chat à continuer d'interagir. On est encore là quelques minutes avec ce beau challenge. Exactement. Et bien sûr, on aura les recommandations à la fin. Ça va, On ne perd tu pas reprends quand nos même bien, habitudes. bien tes repères, tu maîtrises plutôt bien le DR400. Ouais, enfin là, les passagers, ils ont tous vomi. Les volets sont là, ok. Je les ai sortis là. Ouais, tout Ok. est sorti. Mais c'est beaucoup plus manœuvrant qu'un DR400. Ah ouais, la sensibilité est présente. On a boosté le DR400. Ok. Je sais pas si tu vois, mais Ouais. le point d'atterrissage est par là. Ouais. Mais en fait, j'arrive pas à le stabiliser, le bordel. Ah, ça décroche assez vite hein, en montagne. Ouais. Parce qu'on va se prendre des arbres. Ouais, d'accord. Bon. Bah écoute, Est-ce qu'on... Deuxième tentative, Allez. là. Il y avait le faux départ avec C'est les ça. commandes non branchées. oui, et puis en fait, j'ai pas le réflexe de tourner le manche, donc allez, c'est Tu vas- parti. Tu vas l'avoir. Ça va m'énerver. Pire des cas, t'en Si fais t'as pas pas. de hein. contrainte après, on peut rester jusqu'à 23h, minuit, 1h. Je pars pas tant que je l'ai pas posé. C'est un défi. Donc, En tout de- cas, on de- voit du une paysage, longue des tâche. petites montagnes. Exactement. ok, j'ai ma piste, mais en fait, tu me dis de tourner, mais Ouais, Et- tu peux encore attendre. Effectivement, je suis trop. Alexandre est un très Impatient. mauvais copilote. Franchement, voilà. Faut pas me prendre pour faire les navigations. Moi, je Ouais. cracherai pas les navigations de Jean-Loup Chrétien. imagine, on va jusqu'à Rodez tous les deux. C'est marrant, c'est une CTR ça Oh là là, Asbou qui fait une attaque directe, ce sera jamais pire qu'Antoine. Alors là, je ne te Sache- permets pas. Non, mais. on pourra Sache que je faire, ne réessayerai plus jamais. Alexandre veut écho m'inviter replay. dans Flight Sim Odyssey, je ne reviendrai jamais. je ne prends plus le Donc risque. là, les volets sont effectivement. sortis. Exactement. Ridiculisé devant tout le D'accord. monde. La J'endors niveau encore vitesse, mal la nuit. T'es à 160. Bah, je suis dans l'arc blanc, c'est tout ce Ouais. que je voulais. hein. Parce que de toute façon, je les lis pas. Bon, je vais te guider petit à petit. Toc, t'es On n'a mal. pas la composante devant, mais bon, on s'en fout. Bah, grosso modo, t'as du vent de face légèrement gauche, mais c'est pas ultra. Là, t'es à 150. Ouais. Oups. On danse un peu. Ah, t'es pas mal du tout même. Yes. Ok, y a plus qu'à arrondir. Il n'y a pas la zone comme d'habitude Non, indiquée. mais. Et là, on remet les gaz pour monter jusqu'en haut. Parce que là, normalement. Bah, Yes. Mais comme le non. challenge est terminé, mais bon réflexe. Exactement. Si, bon, en tout cas, t'as réussi à nous faire cet atterrissage. Mm. M. Chauve-souris qui nous dit qu'à l'arrière, ils ont été un peu malades, mais Oui, ils sont contents mais bon, de s'être Un posés. petit peu, mais bon. On vend Le des plus sacs important, c'est de sortir le on vivant. vend des sacs vomitoires à la boutique du pilote, donc il y a tout ce qu'il faut. Et donc, bravo pour ton score. 214 832 points qui sera ajouté au scoreboard de tous nos invités. D'accord. Pour qu'à la fin, on puisse ajouter un petit peu de dynamisme à nos lives avec invités. Plutôt bien les graphismes du nouveau. Ouais, de c'est Play sympa, Simulator. Ça Bah, ressemblait la un peu à Courchevel. Courchevel ou toi qui Oui, as oui. l'expérience parce que... Mais en fait, T'as les on n'avait félicitations pas du chat. la notion de la distance. pente. Ouais. Parce qu'en fait, tu te poses sur une piste avec un axe normal, mais Courchevel, la piste, elle est comme ça. Mm. Et donc, en fait, c'est comme si tu avais Ouais. un... T'as un mur face à Ah, toi. Quoi. Ouais. Donc, c'est un petit peu déroutant. J'ai plus l'habitude de Megève que de Courchevel. Mais ça fait longtemps que j'y suis pas allé. D'ailleurs, je les salue tous à l'aéroclub de Megève et il faut que je vienne vous voir, les copains. Donc, Message passé. Exactement. Tu nous écoutes. Bah, écoute, Antoine, on- Merci pour nous avoir ramené. Bah, le merci simulateur, beaucoup. Alexandre. Merci à vous et Alors, je vous propose de finir par notre classique tour de table des les recommandations. Ah, Est-ce que de tu as une quoi recommandation Albert en tête? Eh ben, j'ai quelqu'un que j'aimais beaucoup qui s'appelait Bernard Chabert. Et donc, si vous volez prudemment. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont la ref. Et voilà, il nous manque. Effectivement, c'est des belles Belle paroles. Mm. Donc une très belle recommandation, ça commence fort. Antoine? À mon tour, eh ben moi je vais recommander. On vient de faire du simulateur. Eh bien, il y a une nouvelle. Ça va. Ah, je vais réussir à faire ma phrase. À savoir que le musée de l'air et d'espace a ouvert un nouvel espace Oui. de simulation qui s'appelle Simupilote. Alors, ça a ouvert le 18 février, donc c'était il y a 2 jours. Donc voilà, c'est vrai que ça coûte très cher d'avoir du matériel de simulation. C'est pas possible pour tout le monde. Donc, si vous voulez découvrir
les joies donc déjà du pilotage et de la simulation de pilotage, vous pouvez aller au musée de l'air et de l'espace et essayer ce nouvel espace en parallèle bien sûr de votre visite au musée. À savoir qu'il y a en tout 10 postes de pilotage qui peuvent accueillir chacun 2 personnes avec donc Flight Simulator 2020. Pas la dernière version, mais voilà, n'hésitez pas. Le musée est très dynamique justement pour créer des interactions avec ses visiteurs et c'est vraiment chouette. C'est une super idée, c'est pour ça que j'en Moi, parle. je me c'est que souviens trouve d'avoir ça- visité le musée quand il était encore à Meudon, donc vous étiez pas né. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui vraiment un très très beau musée. Ça met en valeur l'architecture de la salle des 8 colonnes, l'entrée. En fait, moi, j'ai le souvenir j'étais môme, mais je m'en souviens d'avoir accompagné des gens à cet endroit. Ouais. Parce que les départs étaient là. Donc, C'est incroyable. un bel espace, c'est des un belles bel collections espace, et en plus super dynamique. Il y a pas mal d'expositions, on en parle souvent dans l'émission. Et là en plus, Et moi, comme je disais, pas mal voyagé, j'avais été visiter la base de Davis Mountain, pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, vous irez chercher sur Google. Et je me baladais en ville pour voir s'il n'y avait pas des bêtises que je pouvais m'acheter. Je suis rentré dans une boutique qui vendait pas mal de souvenirs, de patchs. Et le gars me dit, vous avez un drôle d'accent, parce que bon, j'ai beau parler anglais. Et je lui dis, oui, je viens de Paris, en France. Il me dit, Paris, le musée de l'air du Bourget, c'est le plus beau musée du monde et tout. Donc c'était incroyable d'être au fin fond de l'Arizona et d'avoir un type qui me parlait du musée. Donc voilà. C'est incroyable, ouais. Comme tu dis, une renommée mondiale finalement, Ouais. Exactement. ça reste dans les mémoires. pour les pilotes. À ton tour, Alexandre, pour finir sur les Je finis, recommandations. ce sera peut-être pas original par rapport à toi, puisque ça va rester sur le thème des musées, parce que bon, à Toulouse, quand on a fait notre événement, c'était à l'Envol des Pionniers. Et ben, je vais faire un écho à l'Envol des Pionniers, qui a ouvert une exposition temporaire sur Air France. Donc, vous retrouverez plein d'items, que ce soit des tenues d'époque. Alors d'époque, on a encore Air France aujourd'hui, mais c'est plutôt sur l'histoire d'Air France. Donc, il y a beaucoup de choses, c'est assez intéressant. Puis ça permet, de pas forcément avoir un événement autour de Paris uniquement, là d'être sur la région toulousaine, de profiter, puisque l'Envol des Pionniers, c'est vrai qu'on a Aéroscopia, on a les ailes anciennes Toulouse. Là, c'est aussi un pilier, un endroit où les visites se font et que c'est intéressant au niveau aéronautique, quoi. Donc C'est pour pas, les c'est pas sur Toulousains, Blagnac, ouais. mais voilà. Pour les Toulousains, ou si vous êtes de passage à Toulouse, C'est une ça. bonne adresse pour aller faire un petit peu votre culture aéronautique. Visiter aussi des bâtiments, on en parlait, qui sont assez historiques aussi là. Eh ben merci à tous, merci beaucoup Albert d'être venu dans notre C'était émission un plaisir, partager toutes ces anecdotes et tout ce qu'il y a autour de Rêve de Et Gosse. tous C'était ceux qui génial. ont envie de venir voir une étape à Pontoise le 6 juin, l'après-midi. C'est une manifestation privée mais qui est ouverte au public, donc vous pouvez venir voir comment ça se passe. Si vous êtes candidat pilote pour faire le tour ou candidat pour organiser une étape, vous me trouverez. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, on a tous des combinaisons de couleurs différentes. Les clowns sont en jaune, toutes les équipes d'animation. Tous les bleu ciel, c'est les plus sérieux, c'est la direction des vols et puis le médecin, etc. Les pilotes sont tous en bleu foncé, bleu marine. Et l'organisation locale, elle est en rouge. Donc ce jour-là, moi, je serai en combinaison rouge. Eh bien, Et donc, Super. c'est quelle date tu m'as dit le 6 juin. Le 6 juin. Donc voilà, si vous voulez découvrir un petit bout de l'aventure humaine et du tour Rêve de Gosse, Et après, le 6 juin. Tu voulais montrer peut-être la carte pour Alors. voir tous les terrains où on passe. Le départ est à Quimper, donc c'est le jeudi de l'Ascension et la première étape, c'est le vendredi. Ensuite, de mémoire, c'est Alès. Enfin, non, Pau d'abord, ensuite Alès, ensuite... La carte est juste voilà. là, voilà. Et il y a Cazaux, j'ai oublié Cazaux, en plus c'est des copains qui l'organisent, donc je vais me faire assassiner. L'Escar, en fait, c'est Pau, ensuite c'est Alès, Grenoble, Clermont-Ferrand, où j'ai des amis à la tour de contrôle que je salue, Leïla et Laurent, et ensuite Évreux. Alors on n'est pas à Évreux, on est je crois à Saint-André-de-l'Eure, et ensuite Pontoise, et ensuite on finit à Lille. D'accord. Voilà. Et finir à Lille, c'est merveilleux puisque c'est le gâteau de la ville, vous savez, les deux petites meringues avec la crème. Donc, Voilà. 9 belles étapes Ouais. et l'occasion de venir à chaque fois, si vous n'êtes pas forcément du coup à Pontoise, mais d'autres endroits en France, Voilà, il l'occasion faut d'aller venir voir voilà. l'opération et voir le bonheur que c'est. Bah, très,
Très sera belle ravi manière de vous faire accueillir. l'émission. On te remercie pour tous ces partages. Merci Alexandre et merci à tous. toi, Antoine. Merci à Joris à la technique ce Ouais. soir. Merci à tous dans le chat pour votre participation. Vous avez été très actifs sur le quiz, sur vos questions. Je vous remercie. N'hésitez pas à revenir. Alors, semaine prochaine, l'émission Flight Team Odyssey. Exactement. On On continue continue du notre monde. tour du monde dans la 320. Et puis Exactement. on verra où est-ce que ça nous mène. Et dans 2 semaines, nouvelle émission, donc jeudi 20h de Grande Frequency. Restez connectés sur nos réseaux sociaux pour connaître l'invité, voir des replays de cette émission. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre. Merci à tous et bonne soirée.